bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout le monde est arrivé. Alors, donc comme vous le savez, ce débat traite de l'euro. Enfin, ce débat qui sera plus en vérité une table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Donc on va commencer par Olivier Berruyer, que vous connaissez certainement puisqu'il est passé à de nombreuses reprises dans les médias. Olivier Berruyer donc, est spécialiste des questions financières, notamment des risques à long terme en question assurantielle. Il est membre du conseil d'administration des actuaires, de l'Institut des actuaires. Et il a écrit de nombreux ouvrages comme le dernier, Les faits sont têtus, ou La crise, stop ou encore, tirons les leçons de la crise, qui sera disponible et qui est disponible à la vente un peu plus tard. Nous avons également donc, à ma gauche Philippe Murer. Philippe Murer qui est le président pour le manifeste d'un débat sur le libre-échange. Il est membre du Forum démocratique, ancien des marchés financiers, qui connaît aussi également très bien les questions financières, qui a écrit, comme Olivier Berruyer, de nombreux papiers sur l'euro. Et enfin, François Asselineau, que vous connaissez tous, président fondateur de l'Union populaire républicaine, et qui a également écrit de nombreux papiers, qui a réalisé de nombreuses conférences sur l'euro. Alors le sujet en soi, c'est l'euro, mais nous avons... pardon. Je voudrais préciser qu'il y a aussi Charles-Henri Gallois, qui est notre modérateur pour cette table ronde, qui est un adhérent de l'UPR et qui, diplômé d'école de commerce, travaille dans un grand groupe industriel français dans le domaine du luxe, voilà, et qui nous fait le plaisir d'organiser cette table ronde. Je crois que Philippe Muret est professeur associé à la Sorbonne, il mérite d'être ajouté. Et donc, pour revenir sur cette table ronde, le thème exact et le titre exact de la table ronde est l'euro. Je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Y a-t-il une vie avec l'euro? Y a-t-il une vie après l'euro? Donc, vous connaissez le format. Chacun des contradicteurs va présenter son point de vue pendant un quart d'heure. Il y aura ensuite 30 minutes de débat et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Je laisse la parole aux invités. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai préparé quelques slides peut-être pour introduire le débat sur l'euro et revenir sur ce qui se passe depuis une quinzaine d'années. Le démarrage de l'euro a coïncidé avec une période contrairement à ce qui avait été annoncé, de divergence entre les pays de la zone de plus en plus marquée. Et là, vous voyez sur un premier slide les effets de la politique Schröder mise en place en 2003, les fameuses réformes qu'on appelle loi Hartz, qui en clair ont conduit à une baisse des rémunérations. Donc là, c'est l'évolution depuis 2000 du pouvoir d'achat des Allemands par décile de population, donc par tranche de 10%. On voit très bien qu'à partir des réformes Schröder, toutes les tranches voient leur pouvoir d'achat diminuer, ce qui est quand même très rare. D'habitude, au moins les 10% les plus riches en sortaient. Donc l'Allemagne se caractérise par le fait que vraiment toute la population a été atteinte par une forme de stagnation totale des salaires. Évidemment, vous remarquez ce qui se passe pour les 30% les plus faibles qui se retrouvent en 2010 avec à peu près moins 20 à moins 15% de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'ils avaient dans les années 2000. C'est en particulier lié à toutes les réformes sur ce qu'on appelle les mini-jobs là-bas, plus un travail à temps partiel beaucoup plus développé qu'en France. Donc là, vous voyez la répartition du salaire moyen de la population allemande par décile. Et donc, je vous laisse voir combien gagnent les 10% les plus faibles, les 20% les plus faibles et les 30% les plus faibles. Donc, c'est très en dessous du SMIC, en raison, là encore, du travail à temps partiel. Donc, ces réformes se caractérisent par une paupérisation croissante de la population. Vous avez vu que les plus aisés ont fini par retrouver une forme de stagnation du pouvoir d'achat, mais les moins aisés n'ont absolument pas eu ce parcours-là. Après, il est assez amusant de voir que pour certaines personnes, c'est quand même un modèle très intéressant à suivre et que l'Allemagne est même en avance, donc c'est bien. On a une vision claire du projet qui est devant nous. Bon, au-delà de la taquinerie, si on regarde les effets qu'il y a eu, ce qui est intéressant, c'est de voir donc l'effet sur la compétitivité de l'Allemagne par rapport au reste de la zone. On entend souvent dans les médias que l'Allemagne a gagné en compétitivité par rapport à la France, ce qui est évidemment évident dans ces conditions-là. C'est beaucoup plus intéressant de regarder, oui, mais qu'est-ce qui se passe, l'Allemagne, par rapport à tous les pays de la zone? Et on se rend compte que l'Allemagne a eu un destin extrêmement singulier
Ici, vous voyez donc l'évolution du coût du travail dans les différents pays de la zone, ramené à la moyenne de la zone. Donc ça permet de voir les pays qui gagnent en compétitivité et les pays qui perdent en compétitivité. On voit donc que l'Allemagne a été un cas à peu près unique dans la zone, avec des gains de compétitivité, en tout cas de baisse de coût du travail de 10% par rapport à la moyenne de la zone euro. Donc forcément, ces politiques-là entraînent un choc au niveau de la compétitivité. Et donc, vous voyez, à partir de cette période-là, alors même si ce n'est pas la seule raison, une augmentation faramineuse des excédents commerciaux allemands qui ont atteint jusqu'à 150 milliards d'euros par an, donc d'excédent commercial de l'Allemagne. Et évidemment, vous avez en face les déficits commerciaux, puisque à peu près les 2/3 de l'excédent commercial allemand se fait dans la zone euro et les 3/4 se font en Europe. Le reste, c'est évidemment le positionnement allemand sur des machines-outils et sur des voitures de luxe qui correspondent exactement à ce que veut la Chine pour le moment. Et donc, il donne aussi un attrait très fort aux produits allemands. Mais donc, forcément, l'Allemagne, j'avais appelé ça dans le premier slide, vraiment fait un acte d'agression économique par rapport à ses voisins. Dans le cadre d'une politique qu'on peut juger rationnelle ou pas, ça veut dire c'est la politique que les Allemands choisissent, mais malheureusement, comme on partage la même monnaie, il y a des conséquences très fortes, puisque ces excédents commerciaux ne sont possibles, en tout cas ce niveau-là, n'est possible que parce qu'il y a l'euro. Évidemment, si l'Allemagne avait gardé sa monnaie, vu sa politique et sa hausse de compétitivité, le marque aurait valu de plus en plus cher, et donc forcément les produits allemands auraient valu de plus en plus cher dans le reste de la zone. Donc en l'espèce, l'Allemagne agit comme un passager clandestin et profite du fait qu'il n'y a pas de rééquilibrage par la présence de monnaies différentes pour continuer à garder des excédents commerciaux très, très élevés. Alors bon, au delta de la situation de la population près, on pourrait dire que c'est une stratégie qui a payé, c'est ce qu'on nous dit très souvent que c'est un modèle, mais c'est évidemment une stratégie qui n'est pas reproductible, puisque si tout le monde fait la même chose, évidemment, tous les pays s'appauvrissent, puisque la logique qu'il y a derrière, c'est donc comme on baisse les salaires en Allemagne et les Allemands ne peuvent plus acheter les produits allemands, enfin, en tout cas pas autant que ce que nécessiterait un maintien de la croissance, et donc il ne reste que les exportations pour compenser ce différentiel sur la consommation, et donc ça implique que ce soit les pays aux alentours qui achètent les produits allemands. Donc ça marche bien quand il n'y a qu'un pays qui fait ça, mais si tout le monde se met à penser que c'est le voisin qui va acheter ses produits, on voit très bien qu'il y a rapidement un problème de logique et de capacité des consommateurs pour entretenir ce circuit-là. Là, on voit je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail ce qu'on appelle les soldes Target 2, mais enfin, on va dire que c'est en gros la résultante des transferts de fonds entre pays de la zone euro, donc combien d'argent rentre ou sort du pays, d'argent d'euros, c'est uniquement les euros, sinon ce serait simplement une balance commerciale. Donc on voit très bien qu'il y a brutalement une divergence très forte et que tout d'un coup, à partir de 2007-2008, il y a de plus en plus d'argent qui rentre en Allemagne, et l'argent il vient forcément, comme c'est des euros, du reste de l'Europe du Sud, et c'est la contrepartie ici vous avez le détail par pays, donc en noir c'est l'Allemagne, donc vous voyez très bien que les excédents allemands augmentent fortement jusqu'à atteindre 600 milliards, et donc c'est 1000 milliards sur tous les pays qui sont excédentaires. Et la contrepartie, évidemment, c'est les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, qui s'appauvrissent en termes d'échanges au niveau de la zone. Les 1000 milliards d'excédents correspondent, vous le voyez, exactement aux 1000 milliards d'excédents commerciaux. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, tous ces déséquilibres au sein des banques centrales de la zone euro sont essentiellement une conséquence des déséquilibres, tout simplement, des échanges commerciaux au sein de la zone euro, puisque les produits s'échangent en euros. Donc au final, vous avez une forme d'appauvrissement des pays du Sud qui correspondent à des transferts vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, comme vous avez une espèce d'hémorragie financière des pays du Sud, il y a un moment donné où ils n'ont plus les moyens de financer ces déficits-là. Et c'est là qu'est intervenue la Banque centrale européenne. Si vous avez suivi, il y a eu 2 plans de un peu moins de 1000 milliards qui ont été prêtés aux banques à échéance 3 ans, il y a 1 an et demi maintenant, et qui ont eu essentiellement pour but de permettre à ce circuit de ne pas disjoncter, puisque si on regarde, on voit très bien que ce sont les pays du Sud, l'Italie et l'Espagne, qui ont emprunté à peu près 500 milliards à eux deux, que très rapidement ces excédents-là ont été transférés, ça se voit dans les soldes Target 2, vers l'Allemagne, et que, in fine, en Allemagne, ça se retrouve dans les caisses des banques allemandes qui les redéposent à la Banque centrale.
Donc évidemment, le bilan de la Banque centrale reste équilibré. Elle fait des prêts et elle les retrouve en dépôt. Ça, c'est les chiffres qu'on voit rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de voir les nationalités. Et ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, les pays qui ont emprunté ne sont pas les mêmes qui ont déposé, sinon il n'y aurait pas grand sens dans ces opérations-là. Donc on est dans une phase de déséquilibre. La BCE a servi de tampon. Et actuellement, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il reste à peu près 600 milliards, dont même la BCE est en train de se demander comment les banques du Sud vont pouvoir rembourser, puisqu'évidemment, elles n'ont pas les moyens pour rembourser la BCE à échéance. Donc on risque de rentrer dans des phénomènes de prêts continuels. Donc évidemment, ça entraîne des tensions et des craintes dans la zone. Et l'exemple grec en est un exemple assez frappant. Parce que la problématique monétaire, c'est que normalement, pour faire une zone monétaire, il vous faut un certain nombre de conditions. Donc en particulier, il faut avoir des niveaux de vie qui soient relativement proches. Il faut avoir derrière un système bancaire qui soit relativement homogène dans la zone. Il faut aller vers un sens d'homogénéisation et sûrement pas de divergence de plus en plus marquée. Il faut avoir des budgets. Alors, le budget européen, c'est 1%, et vous avez vu que tous les pays demandent à le baisser. Le budget allemand, c'est 20%, le budget américain, c'est 25% du PIB. Donc on est sur des ordres de grandeur qui ne sont absolument pas comparables. Il faut avoir des mobilités géographiques, et en particulier, si possible, parler la même langue. Ça peut aider dans une zone. Et enfin, évidemment, d'avoir des institutions politiques et une volonté, en tout cas, de faire tenir la zone, et une volonté qui ne soit pas juste une volonté affichée, mais une volonté réelle, autrement dit, une volonté qui se manifeste par des transferts financiers dans la zone. Alors, contrairement à ce qui a été raconté, ça, ce sont une fameuse tribune de 97, dont je vous laisse, en tout cas, si vous arrivez à lire, apprécier la pertinence de vues assez frappantes de 35 autres personnalités. Je ne fais pas mis les noms par charité, mais qui nous expliquaient à quel point, évidemment, l'euro, ça allait entraîner, alors c'est un des points marqueurs, donc une gestion saine des finances publiques, donc ça, c'est quand même, ça manque pas de sel. Une modération des impôts, très important, ça on le voit bien. Moi, j'invente rien, premier. Des solidarités nouvelles qui pourront naître, ça on a vu l'étendue de la solidarité européenne. Bref, et une Europe bien entendu plus démocratique, ce qui est le dada répété en boucle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, au contraire, vous avez de plus en plus un feu qui se propage de pays en pays, où alors tout va très bien, la crise est finie, mais enfin bon, ok, la Grèce a fait défaut, elle doit être à moins 20% de PIB, et elle se prépare sans doute à avoir encore des gros problèmes de financement, ce qui est en train d'excéder les Allemands. Donc tout va très bien, mais Chypre a disjoncté il y a quelques mois maintenant, en ruinant une bonne partie de la population et surtout des entreprises qui sont dedans. Le Portugal va pas très bien. Enfin, évidemment, les situations d'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande sont loin d'être réglées. Donc oui, ce qui est amusant, c'est de voir que, comment dire, c'était loin d'être imprévisible. Je vous ai mis une jolie citation de Maurice Allais. Alors le prix Nobel d'économie, bon certes on peut en dire ce qu'on veut, mais en France il n'y en a eu qu'un. Donc bon, c'était Maurice Allais en 88. Intéressant de voir ce qu'il disait à l'époque. Maurice Allais qui était un confédéraliste européen très engagé, mais qui disait ouvertement que bien évidemment il était hors de question d'aller faire l'euro si on n'avait pas d'abord fait une homogénéité politique. Alors après on peut discuter s'il faut la faire, s'il ne faut pas la faire, mais en tout cas surtout si c'est possible ou pas possible, mais si on ne l'a pas faite, il ne faut pas faire la monnaie. Et on voit très bien qu'on est ramené dans ces contradictions. Donc lui prenait surtout la coexistence de monnaies nationales, enfin, en tout cas de ne pas faire disparaître les monnaies nationales tant qu'on n'avait pas une vraie homogénéité politique. Et j'ai mis ici une autre citation de Milton Friedman, qui est loin d'être mon maître à penser. Ça a été un des fondateurs du néolibéralisme. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les monnaies et qui était loin de dire des bêtises sur cet aspect, on va dire, assez scientifique, clairement comment marche la monnaie. Et donc il y avait une vision de l'euro qui était à mon sens extrêmement juste, en tout cas parce que ça l'a rapproché d'un point fondamental qui était la politique. Et donc il expliquait assez clairement en 2001 que ça risquait fort de ne pas marcher l'euro et que ça allait entraîner forcément, dès qu'il y aurait des chocs asymétriques,
Et c'est quoi un choc asymétrique? C'est par exemple un grand pays qui décide de baisser de 10% ses salaires. C'est un sacré choc pour toute la zone. Et donc, il allait entraîner à terme des gros problèmes politiques. Et on voit très bien qu'ils sont, alors pour le moment encore à couteau rentré, mais on voit très bien que les Allemands n'ont pas envie de continuer à financer ce système, parce que derrière la logique, ça peut être que celle-là, ça peut être qu'arriver à des niveaux de transfert qui soient de plus en plus importants pour que la zone n'éclate pas. On est au contraire sur des politiques d'austérité de plus en plus marquantes, de plus en plus dures et en plus de plus en plus suicidaires. Qui entraîne un rejet évidemment des populations de ces politiques stupides. Et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la solidarité aujourd'hui en Europe. Ça, c'est les excédents ou les déficits des contributions des pays à l'Union européenne, puisque chaque pays contribue à l'Union européenne, au budget de l'Union, et en retour, évidemment, touche, puisque le budget de l'Union est redistribué, des sommes, et puis donc là, on fait simplement la différence, et on voit qui, en net, gagne et perd. Donc évidemment, le plus gros contributeur, c'est l'Allemagne, et c'est une contribution de l'ordre de 9 à 10 milliards d'euros par an, donc tous les ans, l'Allemagne donne 10 milliards aux autres pays alentours. Pour anecdote, le deuxième, c'est la Grande-Bretagne, comme vous voyez, la France n'est que troisième, et qui touche au final, c'est la Pologne, c'est aussi l'Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre de grandeur. Donc voilà, la solidarité, après 50 ans de construction européenne, c'est de faire payer 10 milliards aux Allemands. Pour que la zone n'explose pas, on voit que c'est des transferts de 50 à 100 milliards qu'il faudrait au niveau de l'Allemagne, ou en tout cas des politiques qui conduisent à une diminution de ce montant-là, de ces excédents intra-zone. Donc on est sur des montants qui sont gigantesques, et en tout cas qui vont tout à fait à rebours des politiques qui sont mises en place en Allemagne depuis lors. Et dernier point, ce que je trouve très amusant en conclusion, puisqu'il y a cette idée-là, il n'y a qu'à demander aux Allemands de payer pour les autres pays. Alors certes, les Allemands sont le pays qui a le plus fort niveau de PIB par tête, de richesse par tête, en tout cas de richesse annuelle. Donc on voit que les Allemands, au niveau du revenu médian annuel, est autour de 33 000 euros, ce qui est plus évidemment que la France, et ce qui est beaucoup plus que si on va jusqu'à la Slovaquie, qui est bon dernier, où en Slovaquie, le niveau de vie, c'est 11 000 euros par an. Donc on voit déjà que vous avez un écart de 1 à 3 dans la zone, qui est déjà beaucoup pour faire tenir une zone monétaire où vos PIB par tête vont de 1 à 3. Mais ce qui est surtout beaucoup plus amusant, c'est cette étude qu'a fait la BCE en début d'année, c'est le niveau de patrimoine. Et le patrimoine, les choses sont assez différentes. Et vous remarquez que, pour le coup, sur les 17 pays, ce sont les Allemands qui ont le plus faible niveau de patrimoine médian. Ils ont à peine 50 000 euros de patrimoine médian. Donc, autrement dit, la moitié des Allemands ont moins de 50 000 euros de patrimoine, tout compris, immobilier plus produits financiers. Et en général, dans le patrimoine, l'immobilier a une très grosse part. Les 3/4 du patrimoine, c'est généralement de l'immobilier. Alors pourquoi dans cette situation? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bulle immobilière en Allemagne, ce qui est logique, puisqu'en plus, il y a de moins en moins d'Allemands tous les ans, donc il y a de plus en plus de maisons en Allemagne tous les ans, ce qui empêche la survenance de bulles. Mais enfin, voilà, vous comparez le niveau médian de patrimoine en Allemagne, le niveau médian en Espagne, en Italie, puis vous expliquez aux Allemands que c'est important qu'ils aillent contribuer pour aider les Espagnols, les Grecs. Donc là, vous êtes au cœur d'une problématique politique qui est, à mon sens, tout à fait insoluble, parce qu'évidemment, ils n'accepteront jamais de contribuer au bénéfice des autres, puisque c'est clairement demander, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais malgré tout, à la population qui a les patrimoines les plus petits, de donner de l'argent à des populations qui ont des patrimoines, alors certes, dont la valeur est gonflée fictivement par des dettes, par des bulles immobilières. Bon, la réalité, c'est quand même que les patrimoines sont 2 à 3 fois supérieurs dans les autres pays. Et donc ça promet de belles discussions avec les Allemands dans les mois qui viennent, d'autant qu'Angela Merkel risque de ne pas être, très souple, vu que 5 ans de non-souplesse ont eu des conséquences électorales pas trop défavorables pour elle, contrairement à ce qui se passe dans notre pays. Donc ce sera l'enjeu des prochains mois, de voir comment l'Allemagne va gérer ces problèmes-là. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Après cette présentation très bien faite d'Olivier Berrulier sur ce qui s'est passé, je vais juste ajouter un petit point. J'essaierai de passer directement à l'étape suivante de qu'est-ce qu'on peut faire après l'euro, puisque le constat, on l'a vu, est tout à fait partagé.
Moi, je le verrais un tout petit peu différemment. En fait, il faut savoir, alors pour qu'on arrête de taper sur la tête des Français comme on aime le faire, la productivité industrielle des ouvriers français, donc qui tient des ouvriers et des entreprises industrielles, est la plus forte en France depuis la création de l'euro. On a augmenté même plus vite qu'en Allemagne. Et comme l'a bien remarqué, donc les Français ont bien fait leur boulot là-dessus. Et comme l'a remarqué Olivier Berruyer, par contre, les salaires en Allemagne n'ont pas augmenté, le salaire moyen n'a pas augmenté, et en France, les salaires ont augmenté, ce qui est normal. Si vous n'avez pas de hausse des salaires, vous n'avez pas de hausse des ventes de détail, pas de hausse de la croissance. Donc en fait, on y a perdu. Il y a eu effectivement un problème de coût du travail, entre guillemets, c'est-à-dire que le coût unitaire du travail est devenu plus cher en France, a augmenté en France par rapport à l'Allemagne, tout simplement parce que les Français ont vu leur salaire augmenter, ce qui est absolument normal. Une dernière petite chose, en quel état on est maintenant? Évidemment, l'industrie est partie pour l'Allemagne. Toute l'industrie, l'Italie s'est désindustrialisée de 30%, l'Espagne de 30%, la France un peu moins, plutôt 15-20%, et toute l'industrie est partie en Allemagne et a été attirée là où les coûts du travail sont le plus faibles. Voilà, donc effectivement, on pourrait faire des solidarités pour compenser ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme. Effectivement, il faudrait des solidarités très importantes, mais on se retrouvait avec quoi? On se retrouvait avec la même situation qu'en Italie du Nord, en Italie du Sud. Une partie de l'Italie du Nord qui est devenue la plus riche et qui sponsorise une autre partie de l'Italie du Sud qui est devenue la plus pauvre. Est-ce qu'on a envie de dépendre de l'obol des Allemands, de leur volonté de nous donner de l'argent ou pas pour qu'on puisse vivre? Moi, je pense que le peuple français peut vivre par lui-même, par sa créativité, par son travail, et que c'est beaucoup plus sain qu'une solidarité intereuropéenne qui finira forcément par poser des problèmes. Voilà pourquoi moi j'éloignerais la solidarité, même si les Allemands voulaient le faire, je pense qu'il vaut mieux le refuser pour avoir nous-mêmes nos propres richesses qu'on crée sur notre propre sol et qu'on ait une vraie autonomie. Alors, on va passer maintenant à l'étape d'après. Donc, je vais passer sur le... Monsieur Asselineau a tout à fait remarqué que les médias travaillaient sur la peur, pour faire peur aux Français de sortir de l'euro. Puisque maintenant, les Français sont assez convaincus que l'Europe est mauvaise pour la situation de la France. Il y a eu un sondage CSA qui a montré que 58% des Français pensaient que c'était mauvais, l'Europe était mauvaise pour la situation de la France, et 14% qui pensaient que c'était bon. Donc, on voit que le rapport de force devient absolument énorme pour dire que l'Europe est un problème pour la France. Alors, justement, en face de cette évolution de la psychologie des Français face à l'Europe, on a voulu nous faire peur. Alors, je vais faire deux préalables avant de parler de ce qui se passerait si on sortait de l'euro. C'est ce problème d'explosion de la dette publique dont on nous parle. La dette publique française va exploser si on sort de l'euro. Nicolas Sarkozy, en juin 2011, vous pouvez retrouver l'article dans le Figaro, il était passé à la télévision pour l'expliquer, a proféré un mensonge, mais absolument incroyable, en expliquant que ça lui arrive, en expliquant que ça doublerait ou triplerait la dette française si on sortait de l'euro. Alors, soit c'est une méconnaissance des choses, soit c'est plus probablement du niveau du mensonge politique pour garder le niveau de peur des Français envers la sortie de l'euro. Il faut savoir que 85% de la dette française est en contrat de droit français. Ça veut dire qu'en fait, si la monnaie de la France n'est plus l'euro, mais le franc, ça deviendra automatiquement de la dette en francs. Il reste 15% de la dette française qui est en droit international, et effectivement, elle sera transformée, elle ne sera pas transformée, donc il faudra la rembourser en euros. Comme l'euro n'existe pas, n'existera plus, à ce moment-là, très probablement, si la France sort, ça deviendra en fait un panier de monnaie. Quand on devra rembourser un euro, il faudra rembourser 24% de Deutschmark, 20% de francs, 18% de lire, 11% de pesetas, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Voilà. Comme le franc, en fait, vous avez vu sur les graphiques d'Olivier Berruyer, c'est un peu le pays moyen de la zone euro. On est un peu le lien entre le nord et le sud, on est le pays moyen. En fait, le franc ne bougera pas beaucoup par rapport à l'euro. On baissera, on aura une dévaluation par rapport aux marques, une réévaluation par rapport à d'autres pays du sud, comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc. Au global, ça ne bougera pas beaucoup. Donc vous voyez que ces 15% de dettes qui seront en euros, leur augmentation va être très faible. Allez, si le franc se dévalue de 4%, ça fera une augmentation de 1% de la dette publique. Donc c'est l'épaisseur du trait. Deuxième chose, quand on est un État souverain, ce qui est quand même important, c'est qu'on a des marges de manœuvre et qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que cette dette en euros de 15% de 1800, bon, c'est autour de 250-300 milliards. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous dites aux investisseurs internationaux, vous préférez, vous avez un mois pour garder cette dette en euros ou pour avoir une dette en francs équivalente, du même montant,
Mais par contre, dans la dette en euros, on vous taxe à 60%. Dans la dette en francs, on vous taxe de 20%. Donc faites le choix. Vous voyez ce que vont choisir les investisseurs internationaux? C'est ça. Une fois que vous avez repris la souveraineté, vous avez repris la main sur les marchés. Je crois que c'est un des thèmes de François Asselineau. Et il a tout à fait raison. Et là, la créativité peut s'employer. Donc votre dette ce problème de dette publique est absolument un faux problème. Et c'est ça qui crée la peur. D'ailleurs, les sondages sur l'euro vous montrent que les Français sont à 66%, regrettent la période du franc, donc ils aimeraient bien, mais ils sont que 33%. Alors, j'ai peut-être pas les derniers sondages, mais autour de 33% prêts à sortir de l'euro. Ces 33% qui regrettent le franc, mais qui veulent pas sortir de l'euro, qu'est-ce que c'est si ce n'est les gens qui ont peur? Parce qu'on leur a dit que c'était une catastrophe. Voilà. Donc on voit qu'on est dans le mensonge d'État à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est la crise bancaire. Alors, effectivement, si on revient aux monnaies nationales, personne ne sait qu'est-ce qui se passerait exactement au niveau bancaire, au niveau des assurances. Parce que c'est un plat de spaghettis, les banques et les assurances en Europe, où tout est enchevêtré. BNP Paribas a des filiales en Italie, dans d'autres pays. Les Espagnols ont des filiales en Angleterre. Enfin, c'est un plat de pâtes enchevêtré. S'il y en a une qui fait faillite, peut-être que par un jeu de domino, il y en aura beaucoup d'autres qui font faillite. Personne ne peut le savoir parce que personne ne connaît déjà les liens entre les banques, tous les prêts que fait une banque à toutes les autres banques, et ce qui se passerait parce que ça dépendrait des volontés politiques qui s'exprimeraient alors. En tout cas, il y aura des faillites bancaires, c'est possible, mais c'est absolument pas un problème. Hein, parce que imaginez que BNP Paribas ou Société Générale ou Crédit Agricole ou je ne sais pas quelle banque française fasse faillite. À ce moment-là, on retrouve la souveraineté monétaire. Donc elle fait faillite, d'accord. L'État, à ce moment-là, saisit la banque, parce qu'on ne va pas laisser l'économie française avec une banque en déshérence complète, qui doit de l'argent à des particuliers, qui a prêté aux entreprises, ça ne serait pas possible. On la nationalise à zéro. Autrement dit, on la saisit puisqu'elle est en faillite. À ce moment-là, vous la recapitalisez par de la création monétaire de la Banque de France. Parce que, vu le bordel qu'ont mis les banques et les marchés financiers dans l'économie française, on ne va pas maintenant, en plus, demander aux particuliers de payer pour ça. Donc, on prend l'argent de la Banque de France, on fait de la création monétaire pour recapitaliser ces banques. Ces banques deviennent des banques publiques. Après, selon que vous soyez plutôt pour des banques publiques, qui marchaient d'ailleurs pas mal pendant les 30 Glorieuses, ou des banques privées, vous allez soit les laisser publiques, soit les reprivatiser plus tard. Vous avez le choix. Mais en tout cas, le problème bancaire n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez la souveraineté monétaire. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire de création monétaire, donc on va vous demander à chacun de payer une part d'impôt pour les bêtises qu'aura fait BNP Paribas, Crédit Lyonnais. Par contre, vous n'avez pas eu les bonus, évidemment, que se sont versés les patrons de ces banques. C'est là où on a un problème. Donc le problème de l'endettement public, le problème de la crise bancaire potentielle si on sort de l'eau, n'en est absolument pas un. Voilà. Donc la peur, il ne faut pas l'avoir. Alors maintenant, est-ce que ça aurait un effet positif ou négatif au niveau de l'économie du pays? Ça peut avoir des effets sur d'autres sujets, mais regardons l'économie du pays. On a fait une étude avec Jacques Sapir qui s'appelle « Les scénarios de dissolution de l'euro ». Donc, qui veut justement, dont le but est de regarder l'effet économique en cas de sortie de la zone euro, pays par pays. Alors c'est un gros travail puisqu'en termes de base de données, il a fallu chercher l'excédent commercial ou le déficit commercial, les exportations, les importations de la France envers tous les pays de l'euro, et de chaque pays de l'euro avec tous les pays de l'euro, tous les autres pays d'Europe et toutes les zones. Donc c'est un gros travail. Et on a pris les élasticités de Natixis qui permettent de savoir que quand il y a une dévaluation de monnaie, de 25% par exemple du franc, qu'est-ce que ça va faire sur les exportations ou les importations? C'est les chiffres de Natixis, qui est une banque qui n'est pas spécialement favorable à la sortie de l'euro comme toutes les banques. On a fait un modèle tout simple, robuste, et je vais vous en donner les résultats, et vous verrez que vous êtes tout à fait à même de comprendre ce qui se passe, c'est assez simple. Le premier effet, en fait, quand il y a une sortie de l'euro, c'est qu'il va y avoir toutes les monnaies qui vont se réaligner. Il y aura des dévaluations et des réévaluations. Évidemment, le Deutsche Mark va s'apprécier. À peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est autour de 25-30% par rapport au franc. La lire va se déprécier. Donc, par rapport au franc, ça sera 10%, quelque chose comme 10-15% maximum. La pesette, pareil. Donc, vous aurez le mark tout en haut, en termes de parité. Le franc en dessous, qui aura baissé de 25%, etc. Donc, vous voyez tout de suite que le problème du coût du travail, il est réglé. Le problème du coût du travail de la France par rapport à l'Allemagne, eh ben, c'est immédiatement 25% de baisse du coût du travail français par rapport à l'Allemagne. Sans que vous verrez, on y perde beaucoup en pouvoir d'achat.
Alors, qu'est-ce que ça va créer? Puisque le coût du travail français, en fait, et le coût des exportations françaises va baisser de 25% par rapport aux marques et probablement par rapport au dollar. À ce moment-là, vous allez avoir une envolée des exportations. C'est ce qui se passe systématiquement. Et vous allez avoir une substitution d'importation par de la production locale. Imaginez une Volkswagen produite en Allemagne, elle vaudra 25% plus cher toute chose égale par ailleurs, qu'une Peugeot produite en France à ce moment-là. Est-ce que les gens vont continuer à acheter des Volkswagen 25% plus cher? On peut en douter. Donc ça va être absolument favorable. On a calculé avec les élasticités que ça représentait à peu près 65 milliards d'euros d'exportation en plus et d'importation en moins pour la France, en étant très très conservateur. Ce qui veut dire que le problème de la balance commerciale française est déjà réglé. Il n'y a plus de déficits commerciaux, comme il n'y en avait pas d'ailleurs en 98, on était en excédent avant l'entrée de l'euro. Si vous regardez, donc ces 32 milliards d'euros, la moitié sur un an, ça vous fait 1,7% de croissance en direct, juste à cause de ça. Derrière, il va falloir investir, il va falloir payer des salariés qui eux-mêmes vont consommer. Ça va vous doubler sur 1,7% de croissance. Vous avez 3,4% de croissance minimum en étant conservateur en France, la première année et la deuxième année. Ça va vous faire des recettes fiscales. Vous appliquez un coefficient et vous voyez automatiquement que vous avez 30 milliards d'euros de recettes fiscales. Donc votre problème de déficit public, il est déjà très largement réglé. Vous allez avoir aussi des créations d'emplois, au moins 500 000 créations d'emplois, puisqu'il y a des créations d'emplois au-dessus de 1,3% de croissance, au-dessus des gains de productivité, vous avez des créations d'emplois. Vous arrivez à 500 000 créations d'emplois par an pendant 2 ans au minimum. En plus de ça, vous avez le retour de la possibilité de faire de la politique économique, puisque vous sortez de l'euro. Donc les 30 milliards de recettes fiscales, qu'est-ce que vous en faites? Vous en épargnez 10 d'un côté, et les 20 autres milliards, vous les réinjectez dans l'économie. Par exemple, vous faites une politique où vous bonifiez les taux de prêt pour l'investissement des entreprises. Ce qui va faire que vous allez avoir le multiplicateur budgétaire, mais à l'envers. Au lieu de ce qui s'est passé en Espagne, on baisse de 1% les dépenses publiques et on obtient 1,5% de baisse du PIB, et bien vous allez augmenter de 1% vos dépenses publiques, tout en baissant votre déficit, et vous allez augmenter de 1,5% votre PIB. Par ces mécanismes-là, vous avez 5% de croissance. Ce qui est énorme, et pour des Français qu'on a incités à résigner, c'est quelque chose d'énorme. Et vous aurez, si vous avez 5% de croissance, vous aurez environ 1 million d'emplois par an de créer pendant 2 ans. Donc vous réglez quand même potentiellement beaucoup de problèmes. Et une fois que vous avez créé vos 2 millions d'emplois, est-ce que vous pensez que vous aurez des déficits de la sécurité sociale? Parce que le déficit de la sécurité sociale, c'est parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Les déficits de Pôle emploi aussi, pareil, finalement, tout le monde les paye. Le fait qu'il n'y ait pas de gens qui travaillent à Pôle emploi, le fait que les gens ne payent pas d'impôts, on est obligé de les aider avec des allocations. Donc vous avez en fait un mécanisme vertueux qui se recrée. Alors, pour aller vers les autres pays, alors les pays du Sud, en fait, très simplement, où il y aura des dévaluations, vont en profiter. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Même chose que la France, et les pays du Nord, comme l'Allemagne, vont avoir des gros problèmes. Vous savez que les ventes de détail en Allemagne n'ont pas augmenté depuis 13 ans. Donc ça veut dire, si vous regardez les ventes de détail en Allemagne, elles sont stables depuis 13 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement, comme dit Olivier Berrulier, mangé toute la croissance à l'extérieur, par le commerce extérieur et les investissements qui sont liés. Il y a eu 0% par la croissance de la consommation allemande, de ce point de vue-là. Donc l'Allemagne va repayer ça et avoir une récession qui sera assez forte, autour de 2% au minimum sur la période. Voilà. Alors, une dernière chose que je n'avais pas précisé, quel sera le taux d'inflation? En fait, le taux d'inflation global, il sera autour en France de 4,5%. Sachant que l'inflation, alors on ne va pas rentrer dans des débats, mais n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que plus d'inflation, l'inflation, qui est-ce qui intéresse qu'il y ait une inflation faible? C'est le rentier. C'est le propriétaire de plusieurs biens immobiliers. C'est pas le peuple, ça érode effectivement la dette publique, derrière un peu d'inflation, une inflation raisonnée, et ça érode les prix de l'immobilier. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les autres. Voilà, alors un rappel, il y a eu la séparation, un rappel pour montrer qu'effectivement il n'y a pas un risque forcément important. Moi je vous l'ai montré en théorie, mais en pratique, il y a eu la Tchécoslovaquie, qui, en quelle année, M. Asselineau, vous qui avez meilleure mémoire des dates, s'est séparée au niveau monétaire? En 1993, je crois. D'accord, merci beaucoup. Donc il s'est séparé, c'était un pays tout à fait, en fait, qui était vraiment un pays, et il s'est séparé en 2 parties, et ils ont séparé leur monnaie. Est-ce que vous avez entendu parler du moindre problème sur cette séparation monétaire en Tchécoslovaquie?
Alors que c'était un pays, à tout niveau, tout était lié, l'administration, etc. Ils ont réussi à séparer de façon monétaire et de toutes les autres façons sans qu'il y ait le moindre problème économique. Voilà, donc une dernière partie, c'est la vie après l'euro. Alors au niveau plus théorique, enfin pas plus théorique, plus politique, c'est la possibilité d'avoir une politique monétaire. La possibilité d'avoir une certaine marge de manœuvre économique, sachant que la politique commerciale, qui est quand même très importante, restera faite à Bruxelles, si on sort que de l'euro. La politique industrielle aussi est impossible à faire tant qu'on reste au niveau européen. Donc ça donne une certaine marge de manœuvre, quand même économique. Autre chose très importante, c'est que la politique de la France ne sera plus à corbeille. Moi, je suis un ancien des marchés financiers, mais je ne pense pas que la politique économique doit se faire à la corbeille, certainement pas. Parce qu'en cas de crise sur les marchés financiers, que se passera-t-il? La Banque de France aura le droit de prêter à l'État français. Donc les financiers seront pieds et poings liés devant l'État. S'ils ne veulent pas prêter à l'État français, s'ils ne veulent pas faire fructifier leur argent, c'est la Banque de France qui ira le faire. Et donc rien que cette menace, d'ailleurs, suffit à empêcher que les financiers arrêtent de prêter, et ça les oblige à prêter à un taux raisonnable. Donc ça, c'est très important. La politique de la France, comme le disait De Gaulle, ne pas se faire à la corbeille. Il y a aussi une possibilité d'utiliser la politique monétaire pour faire de la relance quand on en a besoin, pour créer des infrastructures publiques. Alors des infrastructures publiques, c'est peut-être pas de bétonner la France maintenant, mais c'est peut-être de partir vers la transition énergétique. Faut savoir, alors il y a une désinformation à ce niveau-là qui est absolument fantastique, mais que le prix de l'énergie solaire sur des grandes surfaces, c'est quasiment le même prix, le coût au kilowattheure, que le coût de l'EPR. Après, chacun a le droit de choisir s'il préfère l'énergie nucléaire ou l'énergie solaire. Les Français ont le droit de choisir. On peut en discuter, on peut en débattre. Mais en tout cas, le prix de rachat de l'électricité solaire sur grande surface ou à l'extérieur revient exactement au même prix. En tout cas, on a plein de possibilités. On peut en débattre. On retrouve une vraie façon de faire de la politique avec une possibilité de faire de la création monétaire pour créer des biens physiques. Et contrairement à ce que pense Olivier Berruyer, moi je pense que ce n'est absolument pas inflationniste. D'ailleurs, c'est la politique de développement des 30 Glorieuses était souvent basée sur le circuit du Trésor et sur la possibilité de créer de la monnaie pour créer des biens publics. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je crois que c'est à peu près complet. Et puis, je vous remercie. Nous allons laisser la parole maintenant à Monsieur Asselineau. Oui, je voudrais demander peut-être qu'on apporte des bulletins d'adhésion à l'UPR pour Monsieur Murer et pour Monsieur Berruyer. Je crois qu'ils sont mûrs. Je voudrais apporter quelques petits compléments un peu techniques à ces conversations qui ont démarré, qui sont très techniques et qui sont... Et je me permets de remercier nos invités qui sont de haut niveau, de grande qualité. Quand je vois ce que, avec nos faibles moyens, nous pouvons organiser comme débat, je m'en réjouis et je suis navré de constater à quel point, malheureusement, tout ceci n'a pas lieu d'être sur les grands médias du pays. Je voudrais apporter peut-être quelques 2-3 compléments techniques à ce qui a été dit avant d'avoir une vision un petit peu plus générale et plus politique de ces questions. D'abord, c'est sur le taux de change de l'euro. Effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait Olivier, l'industrie allemande, enfin, le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar notamment, favorise l'industrie allemande et est en train de détruire les industries des pays du Sud. On a donc une espèce de guerre assez extraordinaire où en fait l'industrie française, l'industrie italienne, l'industrie espagnole, l'industrie grecque sont en train de disparaître alors que l'industrie allemande se porte globalement très bien. On a donc un taux de change externe de l'euro qui a évolué profondément depuis son lancement. Il avait commencé à 1,18 $ en 1999 lorsqu'il a été créé dans les échanges interbancaires. Après, vous vous rappelez, il est arrivé sous forme fiduciaire dans vos porte-monnaies le 1er janvier 2002. Il a baissé 2001. Il a baissé donc en 2002 aux alentours de 0,85 $. Et puis il était remonté ensuite jusqu'à 1,65 $. Et moi, je me rappelle très bien que lorsque c'était à la mi-88,
excusez-moi, la mi-2008. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque, on a entendu d'un seul coup, outre-Rhin, tout le patronat allemand hurlait au taux de change de l'euro. Parce que à partir du moment où 1 euro continuait de monter et atteignait 1,65 $, à ce moment-là, l'industrie allemande n'était plus compétitive sur les marchés en dehors de la zone euro. Et comme par miracle, on est retombé maintenant à une zone qui est une zone aux alentours de 1,30 $ depuis maintenant plusieurs années, et qui est ce niveau assez extraordinaire qui permet où l'élasticité de la demande au prix n'est pas la même pour l'industrie allemande pour vendre en Chine, par exemple. Effectivement, Olivier rappelait que nous, on a beau dire, on a beau faire, on ne produit pas de Mercedes. Voilà, c'est comme ça. On ne produit pas non plus, on n'a pas ce tissu de très grosses PME comme on trouve en Allemagne, qui font 5 ou 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, en France, on est faible. On a des très grands groupes en France et beaucoup de PME, mais on est faible au niveau des grosses PME, alors que les Allemands sont particulièrement forts sur le sujet. Je rappelais hier sur ma conférence sur la Première Guerre mondiale que cet accès au marché d'exportation, de grande exportation, dont l'Allemagne avait été privée puisqu'elle était occupée à faire son unification allemande au moment où l'Angleterre, la France se répartissaient les colonies, avait débouché sur le congrès de Berlin de 1884, où il y avait d'ailleurs les États-Unis qui étaient venus aussi. Et les Allemands avaient développé tout au long du XIXe siècle cette figure du voyageur représentant en placier qui essayait de placer des produits allemands à la grande exportation dans des zones qui étaient sous influence française ou sous influence anglaise et où ils avaient les pires difficultés à exporter. Donc ils ont une compétitivité supérieure à la nôtre et on est en train de le constater. Donc le taux de change externe de l'euro est une donnée très importante dans la guerre secrète en fait qui nous est livrée. Et au nom de l'euro, on est en train de détruire notre industrie pour magnifier l'industrie notamment allemande. Il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, parce que les gens souvent n'y voient pas très clair là-dedans. J'ai entendu M. Bayrou, en l'espèce, proférer des énormités, ce qui ne m'a pas surpris, parce que M. Bayrou profère toujours des énormités. Mais enfin, par exemple, il dit c'est formidable, il faut imiter l'Allemagne. Très bien, mais qu'il en tire les conséquences, effectivement, avec les réformes Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV, etc. Donc, les énormités, quand j'entends parfois, c'est des gens qui disent... Mais de toute façon, l'euro n'est pas gênant puisque 70% de notre commerce extérieur se fait à l'intérieur de la zone euro. Alors déjà, ça n'est pas vrai pour les raisons qu'Olivier a expliquées. Mais de surcroît, nous pouvons perdre des parts de marché en France face à des produits qui sont fabriqués en dehors de la zone euro. C'est ça qui est très important à comprendre. Si une entreprise, si une voiture française est produite à 20 000 euros et vendue 20 000 euros en France, et qu'une Hyundai coréenne est produite à 20 000 won en Corée, je simplifie, il n'y a pas de frais de transport et autres, si un won coréen est égal à 1 euro, enfin plus exactement 20 000 $, le won coréen étant corrélé au dollar, ce qu'on appelle un PEG, c'est ce qu'on appelle la zone dollar. Si la voiture coréenne est produite 20 000 $ en Corée, si 1 euro égale 1 $, la voiture coréenne va être vendue 20 000 euros. Donc si c'est de la même catégorie que par exemple une Renault Mégane et une Hyundai je ne sais pas quoi, il y aura compétitivité en France, mais aussi en Allemagne. Mais en revanche, si 1 euro vaut 1,30 $, à ce moment-là, la voiture française vaudra toujours 20 000 euros en France, mais la voiture coréenne vaudra 20 000 $ divisé par 1,3 en euros, ce qui lui fera à peu près 15 ou 16 000 euros. Donc il faut bien comprendre que ça n'est pas parce que nous faisons notre commerce extérieur très majoritairement avec la zone euro que le taux de change externe de l'euro nous prémunit contre le fait que nous perdons des parts de marché en France sur nos propres productions face à des produits qui viennent en dehors de la zone euro. J'espère que je me suis fait comprendre. Sur l'affaire Target 2 et sur ces évolutions, je note les graphiques devraient être légèrement corrigés parce qu'il y a eu, c'est des graphiques qui datent d'il y a environ un an, je pense, il y a eu tous les efforts qui ont été faits l'année dernière et donc on a assisté à une légère décrue, un léger refermement, si j'ose dire, des deux branches, vous savez, qui partent comme une divergence. Mais on constate déjà que ça s'est arrêté, le phénomène s'est arrêté, et stable, il va redémarrer dans l'autre sens. Donc tous les efforts colossaux qui ont été faits, et qu'a rappelé Olivier notamment,
pour essayer de lutter contre les phénomènes en cours, n'ont abouti qu'à un sursaut bref et qui va redémarrer. Donc cette divergence paraît inéluctable. Et puis je voudrais insister... Si je peux me permettre juste la divergence, et en effet ça s'est un peu calmé ces derniers temps et c'est en train de repartir, c'est essentiellement parce que l'Allemagne et les pays du Nord ont aidé les pays du Sud sous forme de prêts, mais sous forme de prêts. Absolument. C'est-à-dire que ça baisse parce que l'argent a bien été prêté, donc vous le voyez dans la baisse, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière il y a une créance, et que la créance fait qu'en fait vous n'avez pas changé, mais la créance n'apparaît pas dans les soldes. Absolument. Alors, ce que je voudrais aussi dire, mais ça je l'ai dit dans la conférence sur la tragédie de l'euro, c'est que ce système de Target 2 et le sous-entendu qu'il y a derrière, mais c'est toujours très important, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. Pas une monnaie unique en ce sens qu'il n'y a pas une seule banque centrale. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut reprendre les traités européens. Il y a la BCE, la Banque centrale européenne, mais il y a, les traités en parlent très clairement, le SEBC, le système européen de banque centrale. Et donc chaque État a gardé sa banque nationale. Il y a toujours la Banque de France, il y a toujours la Banque de Grèce, il y a toujours la Bundesbank. D'ailleurs, ça a été imposé par les Allemands. C'est un processus qui a été imposé pour qu'il y ait une facile réversibilité. Si on avait supprimé toutes les banques centrales nationales pour ne plus avoir que la BCE, on aurait quand même pu revenir en arrière. L'explosion, par exemple, du rouble soviétique, il n'y avait pas on a pu revenir en arrière. Là, on a gardé les banques centrales nationales. Donc c'est d'autant plus facile de revenir en arrière que chaque banque centrale nationale est restée. Et ce qui est important, et je me permets toujours d'insister sur le sujet, c'est que ce système de l'euro est une espèce d'usine à gaz ahurissante, mais qui a pour effet en termes juridiques que lorsque vous avez 20 000... mettons que vous avez 20 000 euros sur votre compte bancaire, ce qui est à peu près le cas de vous tous, je suppose, en liquide, non. Vous avez 20 000 euros sur votre compte, sur votre compte à vue, sur votre compte bancaire. Si vous ouvrez... Même vous l'avez ici à Tours, au Crédit Lyonnais. Si vous ou LCL, vous l'envoyez, vous ouvrez un compte à Düsseldorf, à la Dresdner Bank ou à la Deutsche Bank. Vous en avez parfaitement le droit. Totale liberté de circulation des capitaux, totale liberté d'établissement à l'intérieur de la zone Union européenne, donc vous avez parfaitement le droit. Donc vous ouvrez un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf, vous transférez vos 20 000 euros. Les 20 000 euros que vous avez sont toujours 20 000 euros. Sauf que la citrouille se transforme en carrosse, parce que la créance que vous aviez sur la Banque de France, parce que les 20 000 euros que vous avez dans un compte courant en France sont des créances sur la Banque de France, se transforment juridiquement en créances sur la Bundesbank. Et c'est comme ça à l'intérieur du jeu, à l'intérieur de toute la zone euro. Donc dans les évolutions de Target 2 que l'on voit, où il y a en effet la prise en compte des déficits de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone, il y a aussi un autre phénomène qui est très important également, c'est que les grandes fortunes, enfin les insiders, les gens qui connaissent le système, les entreprises, si elles sont, mettons, grecques et qu'elles ont un compte à la Banque du Pirée à Athènes, elles savent qu'elles ont tout intérêt à transférer, cette fois-ci, mettons, 10 millions d'euros sur un compte en Allemagne, ou sur lequel elles pourront éventuellement tirer, parce que si l'euro explose, le nouveau marque prendra 20, 22, 25% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. La nouvelle drachme, elle, perdra 20, 25%. Donc, du coup, ils vont placer au chaud, ils veulent transformer leur créance en créance sur la Bundesbank. Et c'est un phénomène terrible, parce que c'est ce qui explique que la zone euro est comme une espèce de malade qui serait atteint d'une maladie absolument insensée, qui aurait en permanence le sang qui lui affluerait à la tête et les membres glacés. C'est-à-dire que dès qu'on injecte de l'argent dans les pays du Sud, aussitôt l'argent revient à la tête étant l'Allemagne. Parce que toutes les grandes fortunes, les grandes entreprises savent qu'en cas d'explosion de l'euro, il vaut beaucoup mieux avoir des comptes en Allemagne que des comptes en Grèce. Ils pourraient perdre. Le résultat final pourrait être de 1 à 2 quant à leur patrimoine final. Donc ça, c'est un des aspects extraordinairement vicieux de ce système qui résulte du fait qu'il y a chaque État à conserver sa banque centrale nationale. Et donc, c'est autant de créances sur les banques centrales nationales dont il s'agit. Puis, dernier point technique qui a été évoqué par Philippe sur l'explosion de la dette. Je souscris tout à fait à tout ce qui a été dit, d'ailleurs. Je voudrais quand même ajouter un point supplémentaire. C'est que lorsque les États s'endettent sur les marchés financiers, lorsque l'Allemagne, par exemple, émet des bonds, enfin des bons du Trésor, sur 10 ans, ça doit faire du 1,7 ou 1,8% à peu près. La France, c'est du 2,2 ou 2,3. Je parle sur 10 ans, je ne parle pas sur un an.
Mais l'Italie ou l'Espagne, on a vu que c'était monté jusqu'à 7%. Alors la question, c'est pourquoi, d'où vient ce différentiel ? Puisque normalement, on a la même monnaie. Monsieur Mario Draghi, le président de la BCE, dont le nom veut dire dragon, je le rappelle, il a succédé à quelqu'un qui s'appelait Trichet. Bon. Lequel Trichet avait cédé sa place à la Banque de France à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Noyer. Signifiant quand tu nous tiens. Monsieur Draghi a fait une sortie à l'été dernier qui a laissé pantois les gens de la Banque Centrale Européenne elle-même, parce qu'il a été interrogé là-dessus. On lui a dit mais c'est quoi exactement ces différentiels de taux d'intérêt ? Il a dit un taux d'intérêt, ça traduit toujours 3 risques. C'est fait pour couvrir 3 risques. Premièrement, le risque de liquidité. Ah oui, quand vous passez 20 000 euros à quelqu'un, ces 20 000 euros, vous ne les avez plus. Donc ça veut dire que vous n'en ayez pas forcément besoin vous-même. En tout cas, ça se paye, c'est un risque de liquidité. Vous, si vous avez des problèmes de trésorerie, ça vous pénalisera de ne pas avoir cet argent. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, qu'on appelle un risque de crédit. Si effectivement vous tombez la personne à qui vous avez prêté de l'argent, ou l'État à qui vous avez prêté de l'argent, tombe en faillite. Et puis la troisième chose, et c'est ce qu'a dit M. Draghi, ce qui a tétanisé la BCE, mais ce qui a été relevé minutieusement par les journalistes du Financial Times et du Wall Street Journal, c'était à l'été 2012, c'est le risque de change. Eh bien oui. C'est-à-dire quel est le risque de change, dans quelle monnaie vous allez être remboursé. En d'autres termes, si les marchés financiers facturent beaucoup plus cher à l'Italie ou à l'Espagne sur 10 ans qu'à l'Allemagne, c'est moins parce qu'ils pensent que l'Italie va devenir un pays en faillite. L'Italie, ça quand même ça fait 2000 ans que ça dure. Et donc le fait que l'Italie devienne vraiment totalement insolvable paraît quand même peu. Mais c'est surtout la prise en compte par les marchés financiers d'un risque de change qui pourrait advenir. Donc c'est un argument qui est très fort quand l'on pourra dire, sortant de l'euro, dire écoutez, mesdames et messieurs les marchés financiers, on va vous rembourser tout en francs. D'ailleurs, vous n'êtes pas surpris puisque vous nous avez fait payer du 2,2 alors que vous demandiez 1,8 à l'Allemagne. C'était bien justement que vous pensiez non pas que la France allait être en faillite, mais que si l'euro explosait, vous demandiez une prime de risque supplémentaire. Ben voilà. Donc ne vous plaignez pas. Je voudrais relever maintenant le débat à un autre niveau. Non pas qu'il soit bas, c'est au contraire un très haut niveau technique, mais un niveau qui est peut-être davantage celui qui devrait être mon rôle. C'est un niveau un petit peu plus politique. Dans une de mes conférences, j'explique que je fais référence à l'Ancien Testament, au premier livre des Maccabées, où vous savez que à la suite d'Alexandre le Grand, qui a conquis toute une partie du monde, son empire, dès qu'il meurt, est partagé, notamment par la dynastie des Séleucides, qui met la main sur l'actuelle Judée. Et les Séleucides, Antiochos IV Épiphane, qui est un des successeurs, décide d'imposer les mœurs grecques, une monnaie grecque, à l'ensemble de ces territoires. Et il y a, dit la Bible, il y a des juifs collabos, si j'ose dire, qui vont jouer le jeu de la dynastie grecque. Et puis il y a des juifs résistants qui, eux, ne vont pas jouer le jeu et qui entretiennent une espèce de résistance, d'irrédentisme à l'intérieur du royaume des Séleucides. Et puis, plusieurs centaines d'années après, il y a des menaces aux frontières orientales de ce royaume. Et on est sous le roi Antiochos VII, et il n'arrive pas à la fois se battre contre ces menaces venant de l'Est, et puis mater la résistance intérieure. Et à ce moment-là, c'est je crois dans le chapitre 15 du premier livre des Maccabées, enfin je le cite précisément dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, Antiochos VII convoque Simon, le responsable des Juifs, le grand ethnarque juif, et il lui dit, il veut se débarrasser de cette résistance intérieure, donc il veut rendre la liberté au peuple juif, et il lui dit « Je t'autorise à frapper une monnaie à ton effigie, et je te rends également la possibilité d'avoir des armes et des places fortes. » C'est-à-dire que dans ce livre qui a 2200 ans d'âge, qui est la Bible, c'est-à-dire le livre par excellence, on trouve cette idée, c'est la première fois qu'on trouve ça dans l'histoire, l'idée que la liberté d'un peuple et d'une nation est consubstantielle à deux choses, son droit d'avoir son armée, ça c'était les tables rondes de ce matin, et le droit d'avoir sa propre monnaie, c'est la table ronde actuelle.
Donc ça, c'est une idée qui est capitale et qui va traverser en fait tous les siècles. Et comme je le montre dans cette conférence, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Il n'y a pas d'exemple. Il y a actuellement l'exemple peut-être du franc CFA, mais qui ne se porte pas si bien que ça, et qui a commencé d'ailleurs à se désagréger dans les pourtours et qui est maintenu en survie artificielle du fait de la présence de la France. Mais sinon, toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Philippe Muret a cité le dernier cas de la Tchécoslovaquie. La couronne tchécoslovaque a explosé. C'est d'ailleurs pas le dernier cas, parce qu'il y a eu un autre cas plus récent, c'est le Soudan. Lorsque le Sud-Soudan s'est séparé du Soudan, c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde, il a créé la livre du Sud-Soudan comme ça, en quelques semaines, sans que ça pose un problème. Alors si toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé, c'est qu'il faut y trouver des raisons. Et les raisons, c'est celles, à la limite, enfin, je me prends pas pour un télévangéliste, mais c'est celles qu'on trouve dans le premier livre de l'AKB, c'est qu'en réalité, une monnaie, c'est effectivement la fixation d'un taux d'intérêt, la fixation d'une politique monétaire. Robert Mundell, dans sa théorie des zones monétaires optimales, a prouvé que c'était pour utiliser la même monnaie, fallait éprouver une solidarité naturelle qui ne se décrète pas. C'est la solidarité qu'on trouve dans un peuple, mais on ne crée pas un peuple ex nihilo, etc. Donc c'est ça l'idée fondamentale. Alors je vais faire ici une petite dédicace spéciale à Annie Lacroix-Rie, qui viendra à la table ronde de tout à l'heure, et puis à Pierre Lévy. Ils sont deux communistes parmi nous. Parce que je voudrais leur citer cette extraordinaire citation d'un essayiste français des années 30, 40, 50, qui s'appelait Emmanuel Berle, et qui avait écrit un livre qui s'appelait L'Europe irréelle. Et Emmanuel Berle avait cette formule, il disait, au fond, ce sont dans les cercles favorables à la construction européenne que l'on trouve les marxistes les plus purs. Disait-il, c'était une provocation, bien sûr, parce qu'il savait que tout ça venait des États-Unis. Et il disait parce qu'en fait, il pense que c'est en agissant sur les substructures économiques qu'on va faire modifier les superstructures, qu'on va faire créer un peuple ex nihilo. Et c'était très profond, cette remarque. Parce que lorsqu'on a créé l'euro, en réalité, tout ce qui est en train d'arriver était parfaitement prévisible. Olivier l'a rappelé avec les déclarations, par exemple, de Maurice Allais, avec les déclarations de Milton Friedman, mais également on a vu récemment des déclarations de Jacques Attali qui a dit tout le monde savait que ça ne pourrait pas marcher, que ça marcherait très difficilement. L'idée, le pari qui a été fait est un pari inouï, enfin, dantesque, de fou, de gens qui poussent un continent entier en disant je vais transformer les peuples d'Europe en homo europeus, comme il y avait eu homo soviéticus, c'est-à-dire un homme européen, un citoyen européen magique qui va découler de ce que je vais leur imposer finalement, une modification sur les substructures économiques. Tout ça n'est pas raisonnable, tout ceci ne peut nous mener qu'à une désintégration à terme. Et si actuellement il y a cette peur qui est entretenue, que Philippe avait à juste raison à rappeler, c'est parce que ce qui se cache derrière, ne n'étonnerait pas tous ceux qui connaissent mes conférences, c'est que si l'euro s'éclate, c'est le château de cartes bâti par les États-Unis d'Amérique de domination de l'Europe qui commence, la première carte commence à glisser. Alors quand une carte d'un château de cartes se glisse, vous savez ce qui en suit, c'est tout y passe. On ne peut pas, au dernier moment, arrêter. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La partie de bras de fer est une partie de bras de fer assez fantastique à vivre, en définitive. Aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, de 43, 44, 45, entre Roosevelt puis Truman d'un côté et Staline de l'autre, les deux super grands se sont partagés l'Europe. Staline a mis la main sur l'Europe de l'Est et Roosevelt, les Américains, ont mis la main sur l'Europe de l'Ouest. Et puis il y a un des deux camps qui s'est effondré en 89-91. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est la réplique, comme on dit en termes de tremblement de terre, la réplique sismique qui attend. C'est la nouvelle. C'est nous maintenant les satellites. Nous sommes devenus les satellites des États-Unis. Et ce qui bouillonne en ce moment, c'est la disparition du glacis américain. La disparition du glacis soviétique est apparue entre 89 et 91. Maintenant, c'est la disparition du glacis américain qui, à mon avis, parce que j'ai la faiblesse de penser, parce que j'aime l'histoire, et c'est logique, et à mon avis est en cours,
ne serait-ce que parce que tout le monde voit bien que l'ère de l'hyperpuissance américaine prend fin. J'en parlais hier. Ce coup d'arrêt qui a eu lieu en septembre de cette année, avec le coup d'arrêt donné par la Russie aux ambitions impérialistes mondiales des États-Unis, est très significatif. On parlait ce matin que les États-Unis ne vont plus pouvoir continuer à financer leur train de vie militaire. Ils étaient montés jusqu'à 50% du budget militaire de la planète, c'est-à-dire qu'ils dépensaient à eux seuls autant que tous les autres pays réunis. Ils sont retombés à 46%. Tout le monde sait que dans les années qui viennent, ils vont être obligés de diminuer. Enfin, regardez ce qui s'est passé sur cette impasse budgétaire aux États-Unis. La situation financière des États-Unis est catastrophique. Et au même moment, la Chine, la Russie augmentent considérablement leur puissance militaire, de telle sorte que dès 2016, c'est-à-dire dans 2 ans et demi, l'économie chinoise va devenir la première économie mondiale, va dépasser l'économie américaine en PIB, en parité de pouvoir d'achat. Et encore, le PIB chinois est fondé sur des choses beaucoup plus matérielles et solides que le PIB américain, qui est fondé sur beaucoup de virtualité. Mais de surcroît, on peut anticiper qu'aux alentours de peut-être 2025, les dépenses militaires chinoises et russes auront dépassé les dépenses militaires américaines. Donc c'est dans cet immense jeu de dominos, cette immense géopolitique, que se situe notre débat et que se situent les manœuvres d'intimidation constantes que l'on voit à la télévision et dans les grands médias. Et je terminerai mon propos là-dessus. C'est que les gens qui veulent vous faire peur, bien entendu, il faut leur donner des arguments techniques. Mais en définitive, c'est pas tellement ça qui les convaincra, parce que ils font confiance à des gens qui les ont trompés depuis 20 ans. C'est quand même extraordinaire que M. Attali a dit exactement, pas seulement lui, mais lui en particulier, ou Delors, c'est pareil, a dit exactement le contraire de ce qui s'est passé, que c'est encore à eux qu'on donne la parole. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire comprendre aux gens également, c'est que, en fait, il faut qu'ils se ressaisissent. Parce que la question, en fait, n'est pas une question technique. C'est une question j'allais dire ontologique, une question d'essence de soi-même, d'être soi-même. Quand les gens me disent « mais vous vous rendez compte qu'est-ce qui va se passer si l'euro éclate », etc., je dis « mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment ?»« Ah oui, mais quand même, etc. » Moi, ce que je dis aux gens, c'est « est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle le 19 juin 1940 en disant « mon général, votre appel d'hier, formidable, je trouvais ça génial, mais est-ce que vous avez pensé... comment vous allez faire repartir les chars allemands qui sont à Bayonne ? Est-ce que vous avez mis des entrepôts de fuel pour qu'ils leur permettent de rentrer ? Ah, vous n'y avez pas songé, hein ? Et puis, est-ce que vous avez pensé aussi que les troupes allemandes d'occupation, elles font vivre le commerce, quand même ? Est-ce que vous vous rendez compte la chute qu'il va y avoir de revenus pour les commerçants qui vendent aux soldats allemands ? Ah, vous n'y avez pas pensé, hein ? Mais quand vous dites ça aux gens, d'un seul coup, ils commencent à se rendre compte et à se dire intérieurement « Merde, je ne comprends pas. » C'est vraiment, hein, j'insiste, je crois que c'est vraiment la chose la plus capitale à retenir, c'est de savoir est-ce que la France, le peuple français, veut être un peuple libre. À ce moment-là, tout le reste, ce sont des épiphénomènes. Toutes les monnaies plurinationales qui ont éclaté dans l'histoire... elles ont éclaté dans l'histoire, ça c'est très bien. Regardez, l'Union soviétique a éclaté. Bon, il y a eu une période de déprime. Maintenant, la Russie est en pleine croissance. Et c'est vrai de tous les pays du monde. L'histoire est longue. La vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que le peuple français veut être libre, ou bien est-ce que c'est un peuple qui a perdu son courage et son goût atavique pour la liberté, et qui a peur parce qu'en fait, il ne veut pas se mouiller. C'est toute la question. Elle est dans vos mains. Alors écoutez, je pense qu'on va passer au débat entre les trois invités. Vous voulez passer directement aux questions-réponses avec le public et interagir avec le public, je pense. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle.
Une objection qui est régulièrement faite aux partisans d'un retour aux monnaies nationales, c'est la question des attaques spéculatives qui avaient lieu avant l'euro, comme par exemple l'attaque de Soros sur la livre sterling ou des opérations de ce type-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème et justement, maintenant que les marchés sont encore plus puissants que jamais, quoi. Je veux bien y répondre, si vous voulez. J'ai travaillé dans les marchés, je travaillais sur les monnaies. Effectivement, il y a une chose qui vient de très loin quand même dans cette crise, c'est l'attitude libérale libertaire. C'est 1968, il est interdit d'interdire. Et ça, c'était sur les mœurs, mais c'est passé sur l'économie. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'instruments financiers qui ne servent à rien, sinon à dévoyer la finance. Je veux dire, il faut que la finance revienne sur ses bases. Financer les fonds propres des entreprises. Le capital risque, c'est une invention moderne qui est fantastique pour développer des petites entreprises. Mais effectivement, là-dessus, il faudra faire attention. Parce que si vous particulier, vous mettez 5 000 € sur un compte Saxo Bank, par exemple, vous allez pouvoir jouer sur 500 000 $ contre euros, avec effet de levier. D'ailleurs, vous pourriez aussi spéculer sur le riz pour le même montant. Il n'y a pas de problème, et priver les Chinois ou les Indiens d'un riz à prix pas cher, quoi. Donc toute cette question de spéculation et de limite. À l'heure actuelle, effectivement, ils pourront spéculer et faire baisser le franc, par exemple, mais jusqu'à un certain montant, parce que si le franc il baisse de 30% par rapport à l'Allemagne, ça va faire très mal à l'Allemagne pour exporter ses Volkswagen. Mais si le franc il baisse de 40 ou 50%, ça devient intenable pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne aura tout intérêt. Vous voyez, il y a des équilibres automatiques qui se refont. Voilà, donc il n'y a pas trop de risque là-dessus. C'est plus dangereux pour la Grèce. Je ne suis pas allé dans le détail, mais la Grèce, par exemple, risque l'hyperinflation. Parce que la dévaluation de sa monnaie sera de 50 à peut-être 60%, 70% par rapport aux marques et par rapport au dollar. Et là, c'est plus dangereux. Il faudra mettre des instruments de contrôle en place pour pas qu'il y ait d'hyperinflation et qu'une dévaluation incontrôlée crée de l'inflation qui crée de la dévaluation avec des phénomènes de boucle. Pour la France, il n'y a pas de risque, quoi. Je voudrais aussi ajouter tout simplement que, c'est ce que je veux dire est tout bête, mais il y a eu ces attaques, en effet. So what? Oui, il y a eu des attaques, très bien. Ça a perturbé pendant quelques mois. Mais enfin, on se portait mieux, même avec ces attaques. Est-ce que là, on est face à un phénomène structurel de destruction de notre pays, une destruction. On n'a pas parlé de l'agriculture. L'agriculture se porte pas beaucoup mieux. Et puis les services, tout va y passer. Donc on est face à un phénomène structurel et on peut pas faire d'objection à un phénomène structurel, d'objection, à mon avis, conjoncturelle. Alors, sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, je pense, à quelques années, peut-être moins, de vivre un vrai basculement de philosophie qui mettra un terme à l'idéologie, en effet, du « il est interdit d'interdire », dont on peine à se rendre compte. Une petite anecdote, moi j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Jean-Pierre Fourcade, qui était ministre de l'économie de Giscard, mais qui a été directeur des prix en France dans les débuts des années 70. C'était quoi le directeur des prix? C'était l'administration à Bercy qui fixait tous les prix de France. Et il m'expliquait comment il avait fixé le prix du poisson, comment il fixait le prix de la 2 chevaux, comment il fixait le prix de la plupart des produits industriels. Et c'était donc les industriels qui venaient chez lui expliquer combien ils achetaient leurs produits, quel était leur compte de résultat, et en essayant évidemment de gratter les prix les plus élevés possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais bon, il vous raconte ça, vous dites, mais c'est un autre monde. Vous imaginez ça aujourd'hui, quelqu'un qui fixe les prix au ministère avec une administration de centaines et de centaines de fonctionnaires. C'est vraiment une autre époque. Pourtant, c'était une quarantaine d'années. Et je pense qu'on va vivre ça. Et sur l'aspect, puisque vous parlez finalement des attaques spéculatives des marchés de change, il y a 2 jours, je me suis intéressé au sujet parce que j'avais un petit graphique qui comparait en 2007 la situation des exportations avec la situation de la spéculation sur le marché des changes. Alors, tous les jours, en tout cas quand on prend le chiffre 2007, il s'échangeait 65 milliards d'euros de produits et de services sur la planète. C'est ça à peu près le même. Tous les jours, 65 milliards de commerce. Donc vous dites, à la rigueur, si vraiment je veux tout couvrir, il faut 65 milliards d'achats de monnaie ou de... Bon, en 2007, tous les jours, c'était 3000 milliards qui s'échangeaient. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la plupart des achats de monnaie n'étaient pas faits pour couvrir une vraie transaction, c'est pour spéculer. C'est-à-dire qu'on a envie de parier sur le cours du dollar demain ou du yen après-demain. Donc déjà, c'était cette disproportion. Et puis je me suis dit, mais on en est où? Finalement, avec la crise, tout ça.
j'ai regardé, c'est une étude de la BRI, de la Banque des règlements internationaux, qu'elle fait tous les 3 ans. Donc 2007, c'était 3000. Je regarde 2010, 4000 par jour. Je regarde 2013, ça vient de sortir, 5200 milliards par jour. Vous dites quand même, depuis 2007, on aurait pu penser peut-être spéculation, si ça baissait pas, mais au moins ça restait stable. De 3000 à 5000 milliards tous les jours. Au bout d'un moment, on va dire, ça suffit, ça ne sert à rien. Bien sûr que tout ça ne sert à rien. On est dans un monde... Mais là aussi, et je reviens sur mon exemple Fourcade, enfin, je me dis, il y a Georges Soros, il peut aller voir Mario Draghi, lui dire, bonjour monsieur Draghi, j'ai besoin de 30 milliards d'euros, c'est pour parier contre vous. Et Draghi sourit, fait un chèque de 30 milliards qu'il donne à monsieur Draghi pour qu'il spécule contre l'euro. C'est pas non plus complètement inimaginable de demander à quelqu'un qui veut, au guichet de la BCE, 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards d'euros. C'est pour quoi faire ? Ah, c'est pour acheter des produits, très bien. Ah, c'est pour spéculer, bon, vous en aurez 10%, etc. Il faut mettre des limites là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limite parce qu'on est dans une idée d'intégrisme taliban, on veut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucune limite et laissez-nous spéculer tranquille. Non, parce qu'on va voir bientôt quelle va être la conséquence de spéculer tranquille pendant 10 ou 15 ans. Ce qu'il faut voir, aussi, c'est que techniquement, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le serpent monétaire européen, où les monnaies les parités étaient fixées dans un certain canal, par exemple plus, je dis n'importe quoi, mais plus ou moins 2%. Et si Soros spéculait, c'est qu'il savait qu'il pouvait faire sortir le Royaume-Uni de ce serpent monétaire. Or, si la France, par exemple, demain sort de l'euro, on ne sera pas dans ce serpent monétaire, donc il n'y aura pas lieu d'avoir ce type de spéculation qui était lié justement à des règles qui étaient faites avant l'euro pour préparer à l'euro et mettre les monnaies dans des parités assez proches. Après, pourquoi pas, mais on n'a pas les mêmes idées que les Allemands. Et puis, quand vous avez une dynamique qui devient négative, vous avez du mal à la renverser. Vous voyez, ça éclate d'un coup. Je veux dire, on voit très bien que les Allemands, les Grecs peuvent plus supporter. Les Italiens, parler des Allemands aux Italiens, je veux dire, la haine est en train de monter, malheureusement. Parce que, je veux dire, quand on voit qu'il y a 40% des jeunes Italiens au chômage, je veux dire, on sait très bien quand même Mme Merkel y a contribué, c'est elle qui a fixé les plans d'austérité, 70% en Grèce, en Espagne. Je veux dire, forcément, c'est pas quelque chose qui crée de l'amour entre les peuples. Je voulais juste vous rassurer sur une chose. Rappelez-vous, en 95, quand Soros a attaqué l'Angleterre, après l'Italie est sortie du serpent, et donc la lire a divisé par 2 par rapport au Deutsche Mark. Aucun problème économique pour l'Italie. Au contraire, la croissance est revenue. Il y a eu un peu plus d'inflation, mais assez faible. Et en fait, elle avait divisé par 2 par rapport au Deutsche Mark. Donc franchement, pas de souci là-dessus. Toutes les expériences du passé nous montrent le contraire. Et l'Italie, elle est même mieux que maintenant, puisque depuis l'adoption de l'euro, l'Italie a un taux de croissance de 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Alors qu'à l'époque, si on regarde les chiffres de manière froide, on constate que l'Italie se portait beaucoup mieux. Et alors une dernière chose sur les systèmes, mais qui rejoint ce que dit Olivier et M. Asselineau, c'est maintenant, il y a 70% des transactions en bourse qui sont faites par des automates qu'on ne maîtrise plus. C'est-à-dire que c'est plus devenu un écosystème de traders, c'est un écosystème de machines qui traitent à la milliseconde. Et ces machines interagissent entre elles, et on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est quelque chose de monstrueux, quoi. Quelle utilité sociale à faire traiter des machines? On a l'impression qu'on se croit un peu dans Matrix, quoi. Voilà, il y a quelque chose de complètement fou. Quelle est l'utilité de faire traiter des machines? Voilà. J'ai le micro. Je voulais juste faire une remarque, mais qui anticipe peut-être sur le débat historique. Autant je pense effectivement qu'une solution nationale est une solution plus favorable en général au peuple, puisque c'est pour balayer les inconvénients imputables à une souveraineté nationale que les grands banquiers et leurs auxiliaires politiques ont voulu faire l'Europe. Autant je pense qu'il est dangereux de faire croire qu'à elle seule, une solution nationale est suffisante. Je veux juste donner un exemple historique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, en 1931, où nous n'avons pas de banque européenne, pas de monnaie européenne, mais des banquiers internationaux qui viennent de se faire un club qui anticipe d'ailleurs sur les clubs plus américains de l'après-guerre, c'est-à-dire la Banque des règlements internationaux, et qui règle
la question de la dette allemande. Comment ça s'est passé? Le peuple allemand a payé très dur, extrêmement dur, cette crise de 1931 et la prorogation de la dette allemande. Tous les peuples ont payé très cher la solution adoptée, mais la Banque de France n'était pas dans une situation où elle était pieds et poings liés devant l'État. C'est l'État qui était pieds et poings liés devant la Banque de France. Donc, une chose est d'analyser à quel point, comme le disaient les thuriféraires de l'Europe en 1949-1950, il nous faut un paravent de plus. Face au peuple français, nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de choses parce que ça se termine toujours mal. On supprime les subventions sur le pain, on supprime les subventions sur le charbon, et patatras, elles sont rétablies, parce que le peuple français parle encore un peu. Avec ça, nous avons un paravent. Mais c'est seulement un paravent. C'est-à-dire que c'est une aide à l'écrasement des peuples. Et il ne faudrait pas faire croire que ça réglera les problèmes à soi seul. C'est-à-dire qu'avant la dictature de la BCE, c'est-à-dire une dictature allemande renforcée, on a eu aussi une dictature des milieux bancaires français, une dictature des milieux bancaires étrangers, parce que les milieux bancaires français étaient extrêmement liés aux milieux bancaires allemands, matinée d'ailleurs d'une dictature américaine, parce qu'elle n'a pas commencé en 1945, mais après la Première Guerre mondiale. C'est simplement pour dire à quel point il est indispensable de recourir à l'analyse historique précise, pour se garder d'illusions qui pourraient être extrêmement dangereuses. Vous avez raison, madame. Effectivement, il y a un parallèle très fort entre la crise des années 30 et celle de maintenant. D'ailleurs, je crois que Paul Nizan, qui avait écrit Le mur de l'argent, où il expliquait le pouvoir de la presse, est le grand-oncle de Emmanuel Todt, si je ne me trompe pas. Donc, et on voit bien qu'on a un mur de l'argent dans la presse. Il y a la presse nationale, Libération est possédée par Rothschild, Le Monde, c'est un trio de milliardaires, Dassault possède Le Figaro, on le sait très bien. Et c'est pour ça que la parole n'est pas libre dans le pays. C'est très clair. Et c'est le lien entre les puissances économiques, les puissances médiatiques, etc. Et on avait aussi un libre-échange très très fort dans les années 30. C'est très clair, on avait un libre-échange qui était très puissant et on avait un niveau d'ailleurs de dette aux États-Unis qui était de 300% du PIB, le même niveau que maintenant. Et c'est deux périodes historiques où on a des niveaux de dette très importants. Il y a des similitudes absolument immenses. Par contre, on peut voir actuellement des pays comme la Corée du Sud qui sont tout seuls dans le monde, lâchés dans le grand bain, mais qui, avec les instruments de souveraineté, s'en tirent très bien. Le Brésil s'en tire très bien. Donc, effectivement, on ne se fait pas d'illusions. Il faudra reprendre des instruments de souveraineté, mais de toute manière, derrière, c'est le fait que les peuples ont envie de décider de leur sort, ont envie d'être fiers, qui fait que la nation de la France pourra se redresser, quoi, très clairement. C'est une question d'identité derrière. Oui, bien sûr. Moi je préciserai un point, puis ça me donne l'occasion peut-être de préciser la vision que j'ai là-dessus. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que l'euro soit la source de tous nos problèmes. Je pense que c'est un problème, c'est une folie économique, contrepartie d'une folie politique, et que c'est pas promis évidemment à un très grand avenir. Donc c'est une contrainte qui fait peser sur l'économie. Une des conséquences, c'est que finalement l'Allemagne, on vient à exporter certes des produits chez nous, mais aussi des chômeurs. C'est ça qui se passe. C'est à l'origine de évidemment plusieurs centaines de milliers de chômeurs. Mais enfin voilà, plus largement les problèmes économiques sont bien plus larges que la monnaie. Évidemment, touche la plupart des pays occidentaux. En fait, voilà, c'est une bêtise de plus dont on va payer les conséquences. Mais maintenant, comment on le gère ? Moi, j'ai vraiment une image d'une cocotte minute dans laquelle on soude la soupape et puis on met sur le feu et on attend de voir ce qui se passe. Donc après, les débats sur... évidemment, est-ce qu'il faut sortir? Qu'est-ce que ça coûte? Combien ça marche? Parce que là, effectivement, à chaque fois, on vous dit attendez, vous ne pensez pas, si on sort de l'euro, ça va coûter ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Alors, bon, il n'y a qu'à lire ce qui nous a été promis à l'époque déjà, et qui n'a absolument pas été tenu pour sourire quand même de ces demandes-là. Mais j'ai envie de dire, peu importe.
Peu importe, c'est comme si on est tous ensemble en train de regarder la cocotte minute et qu'on est en train de débattre, est-ce qu'il faut faire exploser la cocotte minute? Non, elle va exploser, c'est un fait, il n'y a qu'à attendre. Alors, je ne sais pas si c'est dans 3 minutes, dans 5, dans 10, mais j'ai aucun doute de ce qui va devenir de la cocotte minute d'ici 1 heure ou 2. Et c'est ça, finalement, le drame de l'euro, c'est qu'il va y avoir... Enfin, ça ne peut pas tenir, parce que pour que ça tienne, il faut fondamentalement... in fine, que le gouvernement allemand sacrifie les intérêts de sa population. Ça peut être que ça, le seul moyen de faire tenir ce bousin encore quelques décennies. Et je ne vois pas dans quelle situation ça peut arriver. Il faudrait vraiment détruire toute notion de démocratie en Allemagne. Il faudrait piétiner la constitution allemande, d'ailleurs, qui impose un certain nombre de choses. Et on voit très bien que c'est ni la volonté des Allemands, ni la volonté, évidemment, de leur gouvernement. Donc c'est un espèce de rêve dont on va se réveiller sans doute très, très difficilement. Alors après, on peut... effectivement, c'est intéressant d'avoir des scénarios. Et c'est vrai que là, pour le coup, je salue vraiment le boulot que fait Jacques Sapir, qui est quand même exceptionnel là-dessus. Enfin, on est dans une folie aussi. Il y a à peu près un économiste en France qui regarde qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'euros. Enfin, je suis content que mes impôts servent à payer des centaines d'économistes néolibéraux pour nous expliquer qu'il faut continuer à déréguler, que c'est urgent. Enfin, c'est... peut-être 2 ou 3, vous allez me dire, mais... Si je peux me permettre, il y a eu quand même les 4 mousquetaires de l'euro, qui étaient contre l'euro, qui étaient Cotta, Oui. Lafay, Vesperini, et j'en oublie un, ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave, qui travaille dessus, Jean-Claude Wernbroek. Il y en a des économistes hétérodoxes. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Je caricaturais, mais par rapport à la masse d'économistes, il y a ça, c'est exactement la même chose sur la croissance d'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas un thésard aujourd'hui en économie qui réfléchit à comment je fais tourner le pays sans croissance. C'est interdit. Vous ne pouvez pas arriver avec ça, vous ne serez pas un maître de thèse qui vous aide à réfléchir sur ce point-là. C'est pas grave, on va continuer à dire qu'il y aura de la croissance demain, même s'il n'y en a pas, c'est pas très important. Donc voilà cette problématique de l'euro. Moi j'ai tendance à penser que au final, en effet, le diagnostic est intéressant. Évidemment qu'on va gagner en compétitivité, comme vous l'avez souligné. Je pense aussi que ça va secouer sans doute beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais c'est malheureusement la conséquence de cette erreur dramatique. Si vous confiez votre destin à des fous furieux qui prennent des décisions de cet ordre-là, il y a un petit moment d'ajustement, dont on se remettra évidemment sans trop de problèmes au bout de quelques années. Quand on voit que la Russie s'en est très bien remis, le Brésil s'en est remis, bon, il y a un petit moment, pendant 1 an ou 2, où c'est pas forcément très, 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 très rigolo. Mais de toute façon, ça va se faire et on va très bien le vivre. Et de toute façon, quelles sont les personnes les plus menacées? C'est celles qui ont les plus gros patrimoines financiers. C'est évidemment en premier lieu ceux qui sont là. Parce que les dettes publiques, il ne faut pas trop travailler sur savoir comment on va convertir les 15% de dette publique en euros. On ne va pas la rembourser, la dette, à ce moment-là. Le jour où on sort, on en profite évidemment pour faire un haircut majeur. Parce que de toute façon, quand bien même vous remettez, ne serait-ce que de la façon la plus sympathique du monde, une monnaie en Espagne, en Italie, il n'y a pas un investisseur qui va prêter les centaines de milliards qui sont nécessaires à ces pays. Donc ces pays sont en défaut, donc leurs banques sont en faillite, et donc nos banques sont en faillite aussi. Vous rentrez dans un phénomène d'écroulement du secteur financier qui est malheureusement devant nous. Parce que quand vous laissez faire, je répète, 5 000 milliards tous les jours qui s'échangent. Quand vous laissez nos banques avoir plus de 100 000 milliards d'euros d'engagement brut, d'engagement notionnel sur les produits dérivés, c'est juste de la folie. Quand vous laissez notre première banque en France, Crédit Agricole ou BNP, avoir 2 000 milliards de bilan, je veux dire, c'est 10 fois le budget de l'État. Mais il faut être fou pour faire ça. Il faut être fou. Évidemment, comme en plus, évidemment, vous n'encadrez surtout pas qu'après la pseudo-faillite de 2008, vous les laissez faire exactement la même chose qu'avant, vous aurez les mêmes conséquences, sauf que là, les États sont plus là pour amortir, pas plus que la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, on a des conséquences de nos mauvaises gestions, tout comme un fumeur, au bout de 30 ans, s'expose à des conséquences fâcheuses. Bon, dans un bon nombre de cas, évidemment, on s'en remet, et c'est ce qui est devant nous. Bon, un petit moment délicat à passer, mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est sûr que c'est pas facile de dire ça. C'est pas vous dire, alors, où est la solution? Monsieur, votre solution, elle est où? Moi, ma solution, elle est simple. Il ne faut pas faire d'euro. Une fois qu'on fait l'euro, oui, j'ai plus la solution, pas douloureuse, qui ne fait pas perdre d'argent, surtout dans un contexte où, contrairement au Soudan, on a quand même un vrai problème par rapport au Soudan, c'est que nous, on a le Crédit Agricole et Société Générale. Et ça, c'est un petit peu embêtant, en fait. Ça, c'est très, très, très désavantageux par rapport au Soudan. Donc, le secteur financier est exposé, évidemment, en plus, à ces problématiques monétaires. Juste une petite chose, quand même. Moi, je ne suis pas du tout d'accord que ça va être dur. Au contraire, je pense que le rebond sera assez rapide. Et quand on voit l'Argentine qui était liée au dollar, et c'est exactement le même problème, c'est le franc qui est lié au Deutschmark. C'est les mêmes genres de problématiques. Elle a rebondi très, très vite quand elle est sortie.
Tant qu'elle restait dedans, elle s'enfonçait à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Quand en 2000, c'est 2001, je crois, ou 2002, ils sortent du lien avec le dollar. Il y a quelques problèmes bancaires, etc. Les gros patrimoines, d'ailleurs, perdent un petit peu là-dedans. Mais derrière, l'économie s'envole de 8% par an pendant je ne sais pas combien d'années. Donc moi, je ne vois même pas la période de 1 ou 2 ans difficile. Je ne le vois pas comme ça. On voit à Chypre ce qui se passe. Hein. La faillite du système bancaire. Vous voyez, à Chypre, ils s'attendent cette année une récession à 2 chiffres. Déjà bien qu'il n'y ait pas 3 chiffres. Oui, forcément, là, vous allez évaporer. Attendez, mais il y a 2000 milliards de dettes publiques fin 2014. D'ailleurs, c'est 2000 milliards d'épargne privée en face. Hein. C'est pas de la magie. Bon, ces 2000 milliards sont tout à fait irremboursables. Les 2 tiers vont être perdus, comme en 1797, ou comme, de toute façon, tous les 50 ans. Vous disiez tout à l'heure, ça fait 2000 ans que l'Italie existe, la France aussi, et ça fait 2000 ans que tous les 50 ans, on ruine les créanciers, parce qu'évidemment, on ne peut pas rembourser les sommes qui sont accumulées pendant 50 ans. C'est un fait aussi, qui est très amusant d'ailleurs, de voir que les gens se précipitent encore pour prêter aux États, sachant que les États remboursent jamais. Il y a une maxime assez claire. Vous laissez suffisamment de temps à un État, il ne vous rembourse pas. Il y a eu des gros progrès. Au temps de Philippe le Bel, on avait tendance à brûler les créanciers et puis après les expulser. Bon, alors maintenant, il y a eu un dernier défaut en France, c'est 1797. Vrai défaut, on dit juste les 2 tiers sont perdus. Mais en 1815, 1870, 1916, 1945, vous avez eu des périodes d'hyperinflation où on vous rembourse en monnaie de singe, ce qui est exactement la même façon. Et pour rebondir, parce que c'est une de nos petites divergences sur la création monétaire, la dernière fois que la Banque de France a prêté à l'État, c'est très, très peu fréquent. Hein, les prêts de la Banque de France aux États, ça a commencé en 1942 pour payer les troupes d'occupation, ça a fini à peu près en 1950 pour financer la reconstruction de la France. Donc dernière grosse création monétaire, c'est 2000% d'inflation en 10 ans, donc 98% de pertes sur les patrimoines financiers, qui a... C'est les chiffres, hein, ça c'est la guerre. Non, c'est un peu la guerre et c'est beaucoup la reconstruction du pays, mais c'est vous injecter effectivement des sommes de monnaie dans l'économie et qui ont des conséquences inflationnistes. Comme souvent, alors est-ce que je suis sûr qu'une grosse création monétaire a des effets inflationnistes? Non, j'en suis pas sûr et certain. C'est probable parce que, 1, c'est logique, 2, c'est ce qui se passe quasiment systématiquement dans l'histoire, et 3, je considère que c'est jouer avec un instrument, et c'est quoi la monnaie? C'est de la confiance en fait, et on se met à ici prendre des gros risques sur la confiance que le peuple met dans sa monnaie. Au final, pourquoi? Pour évidemment avoir de l'argent, en s'imaginant que finalement, moi, je prends Mario Draghi, je le mets, ou Jean-Claude ou Christian Noyer, je le mets dans les caves de la Banque de France, je lui donne une imprimante et puis il va nous créer de la richesse et puis ça va rien nous coûter. Donc c'est vrai que c'est magique. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un truc vraiment pas mal qui a été inventé aussi il y a quelques millénaires qui s'appelle l'impôt. Ça, c'est pas mal aussi pour financer ces dépenses, et que la puissance publique, qui est la seule à pouvoir émettre de l'impôt, donc à prendre tout l'argent qu'elle souhaite, on soit amené à s'endetter auprès des plus aisés, à qui du coup elle ne demande pas des impôts, mais elle demande quand même l'argent en le prêtant et en le rémunérant à 3 ou 4%, en arrivant aujourd'hui à avoir 50 milliards, donc 25% des recettes de l'État qui servent à rémunérer Liliane Bettencourt et compagnie, c'est quand même très 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 étonnant. Je ne suis pas marxiste, mais Marx avait une très jolie phrase là-dessus, qui était férocement contre la dette publique, en expliquant finalement la dette publique c'était un instrument privilégié du grand capital pour placer son épargne sur le dos de la collectivité. J'ai fait une petite étude là-dessus qui montre que vous avez à peu près une quinzaine de milliards d'euros qui sont déplacés des plus pauvres vers les plus riches par le simple mécanisme des intérêts sur la dette publique. Donc après le retour du franc et on va dire le haircut qui s'en suivra, évidemment que la logique ce sera d'interdire à l'État de s'endetter. C'est-à-dire, si l'État a besoin d'argent, il y en a besoin pour la transition énergétique, il y a 13 000 milliards d'euros de patrimoine. Il y a quelques noms, Liliane Bettencourt a 16 milliards d'euros. Enfin, on peut réfléchir à 16 milliards d'euros pour une personne. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donné, comme disait l'autre, le mal de naître. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, la dame. Parce que son père, grand bienfaiteur de l'humanité, a quand même inventé la coloration pour les cheveux. Et on se dit que dans 2000 ou 3000 ans, il y a encore des Bettencourt qui seront riches à cause de ça. Bon, il y a une vraie question aussi sur la répartition des patrimoines. Et voilà, c'est un axe de réflexion aussi sur l'impôt sur le capital pour financer transition énergétique et compagnie. Pour filer la métaphore sur la cocotte minute, je voudrais quand même... ce que nous apportons, enfin nous, UPR, apportons au débat, c'est que nous examinons quand même quelle est comment dirais-je, la gazinière et qui est le cuisinier. C'est quand même ça. Parce que dire qu'on va attendre que ça explose, ça, c'est
En gros, tout le monde est d'accord que l'euro n'est pas viable, y compris d'ailleurs parmi les européistes les plus acharnés qui, derrière le secret des portes capitonnées, commencent à se dire on a dû commettre une petite erreur quelque part. Bon. Mais encore une fois, je reviens, c'est quand même, je pense, un élément tout à fait important à avoir à l'esprit, c'est qui a été derrière, qui est à l'origine. On sait depuis les documents déclassifiés du département d'État qui ont été révélés par le journal Daily Telegraph le 19 septembre 2000, que Robert Marjolin, vice-président de la CEE en 1965, je crois que c'était le 17 juin, a reçu une note du département d'État confidentiel défense qui lui recommandait la création d'une monnaie européenne et qui lui recommandait d'éviter, je cite, d'éviter tout débat jusqu'à ce que ça devienne une proposition inévitable. On sait également, il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs par le think tank Bruegel de M. Pisani-Ferry. J'avais été opposé à lui sur France 24 une fois, où j'avais fait remarquer qu'il était financé par Goldman Sachs. Et la journaliste de France 24, sortant de son rôle de modération, s'est récriée en me disant enfin, c'est bien normal, il faut bien se faire financer. Bon. J'ai trouvé ça, allez voir, c'est toujours en ligne. Bon, M. Pisani-Ferry a fait une étude tout à fait intéressante qui montre que M. Timothy Geithner, le secrétaire aux finances, enfin l'équivalent ministre des Finances du gouvernement américain sous l'administration précédente, a passé, sous Obama 1, a passé un nombre d'heures absolument incalculable à téléphoner au ministre des Finances de toute la zone euro. Il s'était quand même invité, de mémoire c'était à Wrocław en Pologne, à une réunion des ministres de l'euro. Il a tapé du poing sur la table pour exiger que les pays de la zone euro conservent l'euro. Il y a une dame qui s'appelle Madame Brainard, qui est une haut fonctionnaire américaine, qui est sous-secrétaire aux finances, qui a passé son temps. Je le montre dans une conférence. J'ai retrouvé, on a sorti, c'était sur les journaux américains d'ailleurs qui le sortent. Dans le New York Times, qui montrait qu'elle est venue, mais je sais pas, 18 ou 20 fois au moment de la crise de l'euro en Europe pour donner les instructions. Parce qu'encore une fois, je reviens à mon image de château de cartes. Si l'euro explose, c'est l'ensemble de la construction européenne qui va y passer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est face à ce système. Tout le monde sait que ça n'est pas viable, mais les États-Unis imposent qu'on maintienne l'euro. Ça, c'est vraiment important. On l'a vu encore à Camp David. Lorsque ce pauvre Hollande est arrivé, vous savez, lorsque Obama lui a mis la papate là sur l'épaule, voilà. Alors déjà, vous savez, Hollande est allé à Berlin. Sous une pluie battante, il y avait Miss Merkel qui avait donné des bourrades en montrant qu'il fallait qu'il marche sur le tapis rouge. Mais après, il arrive à Camp David et puis il y a Obama qui lui met la papate. Il n'a rien compris à rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis sont à la manœuvre derrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, les Allemands voudraient sortir de l'euro. Le patronat allemand voudrait sortir de l'euro. Il y a un des grands patrons allemands qui a chiffré que si ça continue comme ça, ils craignent, ça va exactement dans le sens du Seigneur Olivier, que ça coûte 1 000 milliards d'euros à l'Allemagne. Et ils voient par ailleurs du fait de Target 2, ils voient que viennent s'inscrire au bilan de la Bundesbank des créances pourries sur les États du Sud, ce qui est pour eux l'abomination de la désolation, puisque ça leur rappelle 1922-1923. Lorsque la monnaie allemande, la Reichsbank, a disparu. La monnaie, en quelques mois, d'un seul coup, ne valait plus rien. Donc, vous savez, il fallait partir avec des brouettes de milliards de marques pour aller acheter une demi-baguette. Donc ça, c'est le grand consensus de nos voisins d'outre-Rhin. Moi, je ne jette pas la pierre aux Allemands. Leur grand consensus, c'est la solidité de la monnaie. Parce qu'ils savent, 1923, ça a amené la suite des événements. Bon. Je peux poser ma question? Oui, je pose ma question. Bon, par là? Non, à gauche, à votre gauche, voilà. Alors moi, je suis un peu perdu du coup, parce que si j'ai bien compris, j'arrive pas à comprendre où est l'intérêt de l'Allemagne, parce que l'euro leur correspond bien. A priori, si on revenait aux monnaies nationales, le Deutsche Mark serait revalorisé de 25%, donc ça mettrait un coup d'arrêt à l'industrie allemande et au développement économique allemand. Et Monsieur Asselineau vient de dire que les Allemands voudraient sortir de l'euro. J'arrive pas à comprendre où est l'intérêt des Allemands. Et je trouve qu'il y a une contradiction. Il y en a pas forcément. Ça dépend à quel horizon on se place. Aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à il y a encore 1 an ou 2, la situation était optimale pour l'Allemagne. Elle bénéficie de l'euro, ça lui coûte rien. Donc c'est le grand champion, c'est ce qu'on a vu.
Simplement, cette situation n'est pas durable. Ça peut pas rester comme ça, parce que sinon, ça explose. Et donc, comme vous avez les tensions de plus en plus fortes, il y a un moment donné où on demande des efforts à l'Allemagne. Donc, soit on va lui demander d'augmenter ses salaires fortement pour perdre en compétitivité, soit on lui demande de contribuer au budget. En tout cas, on lui demande de faire des efforts. Et c'est à ce moment-là où il y a un débat. Parce qu'évidemment, on passe d'une situation où vous avez tout, ça vous coûte rien, à un moment où ça va vous coûter quelque chose. Donc, vous vous mettez à peser qu'est-ce que ça gagne et qu'est-ce que ça perd. Et évidemment qu'il y a différentes tensions là-dessus. Parce que s'il n'y a plus d'euros, évidemment, le marque va se renchérir. Et donc, ça ne va pas être très bon pour le coup, sa compétitivité. Enfin, d'un autre côté, ils voient aussi que ça va leur coûter des transferts faramineux, sous forme sans doute d'impôts, ça peut être que ça, ce qui est plus efficace pour les pays du Sud. Donc on est en train de leur dire, bon, vous venez à peine et avec difficulté de finir avec l'Allemagne de l'Est, bonne nouvelle, il y a la Grèce et l'Espagne et l'Italie maintenant. Donc on se rend compte de la tension et c'est très dur d'avoir ça. Enfin, imaginez comme ça que spontanément un pays va se mettre à aider énormément notre pays, mais sur des montants colossaux. Enfin, c'est quand même assez dingue. Enfin, je veux dire, enfin, dans l'histoire, enfin, c'est déjà arrivé, mais enfin, il faut aller envahir le pays avant, sinon c'est pas possible. Donc là, spontanément, on imagine que les Allemands, qui je répète en plus, en termes de patrimoine, sont les plus pauvres, vont aider les pays du Sud. Donc effectivement, c'est très peu probable en termes politiques et en termes d'équilibre économique. C'est en effet sans doute beaucoup plus rentable pour eux de partir. Et le grand patronat, en particulier le patron des industries exportatrices, donc vraiment un exportateur, a dit, bon, effectivement, l'euro, ça nous aide bien. S'il n'y a plus l'euro, on s'en sortira parce que de toute façon, ça fait 60 ans qu'on est excédentaire avec le marque. Donc si le marque revient, on continuera à l'être. Voilà. Alors, si je peux me permettre, moi je crois que j'ai une explication assez cohérente parce que je travaille sur Pomone, qui est l'association où il y a Alain Cotta, Gérard Lafay, Jacques Sapir, Jean-Claude Werenbrock, etc. et les économistes allemands qui sont pour la sortie de l'euro. Alors, il faut bien penser, nous on a tendance en tant que Français à projeter dans notre universalisme que tous les gens sont pareils. Les Allemands ne raisonnent pas du tout pareil que nous, pas du tout de la même manière. Ce qui les embête dans l'euro actuel, c'est qu'on casse les règles. Les Allemands, ils nous le disent tous, on veut des règles et on veut que les règles soient respectées et qu'on fonctionne dans un système de règles et de confiance respectée. Les Français sont beaucoup plus créatifs, un petit peu ce côté latin, etc. Et ça les gêne pas. Donc vous comprenez pas pourquoi ça, parce que ça vous gêne pas en tant que Français. Mais eux, de ne pas respecter les règles, ça les rend fous. D'accord. D'ailleurs, ils sont capables de respecter les règles jusqu'à la folie. On le connaît dans l'histoire. Et ça, c'est quand même le grand défaut allemand. Parce qu'on n'arrête pas de célébrer les Allemands, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que dans l'histoire, ils ont plusieurs fois déstabilisé l'Europe. Voilà. Une deuxième chose qui est importante, effectivement, ça va leur coûter très cher. Alors dans Mediapart, il y a eu des interviews sur la région de Munich pendant les élections municipales. Et les exportateurs allemands disaient bien qu'ils n'avaient aucune envie de voir l'euro cesser parce qu'ils en profitaient à fond. Alors ça dépend des gens, quelle temporalité ils ont, s'ils sont sur le court terme ou le moyen terme, parce qu'effectivement l'euro éclatera. Mais en tout cas, c'est une chose importante. Par contre, les Allemands ne s'en tireront pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ils ne vont pas s'en tirer parce qu'ils sont en train de se faire des ennemis de tous les pays d'Europe. Ça va être compliqué de rabibocher tout le monde, hein, on dira après ça. Mais ils ont une démographie négative. Et ça, c'est très important. Parce que les jeunes Espagnols qui vont en Allemagne en ce moment, il n'y en a pas tant que ça, et ils n'ont pas spécialement envie d'y rester. Je ne pense pas que là-dessus, je ne suis pas sûr qu'ils resteront. S'ils peuvent revenir dans leur pays, ce qui est normal, personne n'a envie d'être un déraciné dans un pays, dans un autre pays. Tout le monde a envie de travailler sur son sol, si possible. Donc, en gros, ça ne fait pas rêver non plus, quoi. Ça ne fait pas rêver non plus. Mais en termes de démographie négative, on voit le Japon, qui est un pays qui a démographie négative, qui a pourtant d'immenses qualités, je veux dire des technologies très importantes, de la robotisation, etc. Ils n'arrivent plus à croître parce qu'ils sont en démographie négative. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc l'Allemagne aura des problèmes. Pour moi, c'est le Japon de demain, l'Allemagne. Dès qu'on sort de l'euro, je pense que l'Allemagne va énormément souffrir. Mais son respect des règles et son amour des règles fait qu'elle ne peut pas y rester en même temps et qu'il y a une espèce de fracture, quoi. Sur l'aspect démographique, il y a un point important aussi, parce qu'on parle toujours de l'obsession de l'inflation, contre l'inflation des Allemands, qui est réelle. Et c'est vrai qu'il y a ces épisodes des années 20 où la population a été ruinée par hyperinflation, mais il faut bien voir qu'en raison du fait justement qu'ils sont en décroissance, donc chaque 31 décembre, il y a moins d'Allemands qu'au 1er janvier, c'est-à-dire que pour payer les retraites, la seule façon, c'est leur petit capital financier. Ils ne peuvent pas avoir de l'inflation. S'ils ont de l'inflation et qu'on ruine le capital financier, comme il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus moyen de payer les retraites des Allemands. Donc voilà, il n'y a pas qu'une obsession historique d'il y a un siècle, il y a aussi leur intérêt bien senti à court terme et à moyen terme qui est de ne pas avoir d'inflation, ce qui n'est pas forcément les intérêts des Français, encore moins des Espagnols et des Italiens. Je partage absolument tout ce qui a été dit, et bien dit. Je voudrais ajouter ma pierre à l'édifice en citant un énième proverbe chinois que j'aime bien, qui dit « Après une grande haine, il reste toujours une petite haine ».
Il ne faut pas oublier que les Allemands ont été les ennemis des États-Unis à 2 reprises. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne est un pays sous occupation mentale et politique américaine depuis 1945. Bon. Mais les élites allemandes sont obligés, ils ont été obligés d'accepter l'euro, obligés d'accepter. Tout a été imposé. Par exemple, là, l'euro a été imposé. On dit que c'est ce pauvre Mitterrand qui a imposé ça à l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la réunification allemande. C'est les Américains qui ont dit on vous réunifie, mais vous prenez l'euro. Donc les Allemands sont obligés de faire avec. Madame Merkel et tous les dirigeants allemands, ils ont un revolver américain sur la tempe. Donc ils sont obligés de faire avec. Et puis comme ce sont des Allemands, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens effectivement respectueux du droit, qui sont... je me rappelle par exemple lorsqu'il y a eu les critères de Maastricht qui fixaient à 3% le déficit du PIB, il y avait... Alors je pourrais vous raconter les anecdotes sur la création de ce truc, mais enfin, ce qui est certain, c'est que dans les premières années, rappelez-vous, les Allemands disaient sur le déficit budgétaire « 3,0%. 3,0%. C'était pas 3,1 ou 3,2, comme tout de suite les Français disaient oui, bon, allez, on va. Non, les Allemands sont comme ça. Quand vous savez très bien qu'en Allemagne, si le feu est vert, personne ne traverse, même au passage clouté. Mais en revanche, il n'y a pas de limitation sur les autoroutes, donc les gens font du 200 à l'heure. Parce qu'il n'y a pas, mais demain on met à 50 à l'heure l'interdiction sur les autoroutes, tout le monde fera du 50 à l'heure. Les Allemands sont comme ça. Bon. Et donc, ils sont avec un pistolet sur la tempe, un pistolet géopolitique, mais regardez bien, pas seulement en matière monétaire, ils essayent, dans cet exercice sous contrainte, de tirer au mieux les bénéfices de l'Allemagne. C'est en cela qu'ils sont dirigés par des gens qui sont quand même autrement plus sérieux que les dirigeants français. On l'a vu par exemple encore sur l'affaire syrienne. Alors que nous avons votre cher Hollande, pour lequel vous avez voté massivement, et qui a déconsidéré notre pays d'une façon vraiment tragique à tous les égards. On est en train de perdre toute notre image dans tout ce Moyen-Orient. Regardez ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont tout de suite dit qu'ils n'interviendraient pas. Ils sont beaucoup plus malins. On parle dans la table ronde ce matin, on disait que les services secrets, le BND allemand, avaient pris contact. Il y a eu 5 rencontres. C'était Pierre qui nous disait déjà tout à l'heure, du chef des services secrets allemands avec son homologue syrien, du régime Assad. Donc Madame Merkel, elle a été convoquée comme tout le monde à Vilnius par Kerry, comme tous les ministres des Affaires étrangères, qui ont été obligés, le doigt sur la couture du pantalon ou de la jupe, pour dire à Kerry, oui, c'est vrai, Bachar el-Assad est un méchant, c'est à cause de lui, il va falloir intervenir. Donc elle l'a fait comme tout le monde. Enfin, c'était M. Westerwelle, son ministre des Affaires étrangères. Mais ensuite, ils ont tout de suite dit, non, nous, on n'interviendra pas. Donc c'est de la même façon, ils sont obligés de faire l'euro. Donc, dans ce cadre de l'euro, ils ont agi de la façon la plus intelligente pour les intérêts de l'Allemagne, notamment avec ses réformes Hartz, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils voient bien où va leur drame et ils souhaitent pouvoir en sortir. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. En fait, je pense qu'on met le doigt sur ce qui fait mal pour les partisans de la construction européenne, sur cette affaire de pourquoi l'Allemagne veut sortir de l'euro. En fait, il n'y a pas de peuple européen. En fait, les Français, un Parisien va bien vouloir prêter à un Bourguignon, enfin même pas prêter, transférer de l'argent à un Bourguignon, à un Alsacien ou que sais-je. Un Allemand ne voudra pas donner d'argent à un Grec parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à un peuple européen qui n'existe pas. Et c'est le grand mythe et le grand fantasme de tous les européistes. Et on voit bien que la réalité et les faits, en l'occurrence l'Allemagne qui ne veut pas prêter aux Grecs ou aux Espagnols, contredisent complètement ce fantasme. Une dernière remarque aussi sur les États-Unis, puisqu'on en a parlé. Il est clair que les ministres et le président font des grosses pressions pour maintenir l'euro, parce qu'en effet, il y a un château de cartes derrière. Alors après, je ne sais pas si c'est une vision pour laquelle le château de cartes entraînerait la fin de la construction européenne. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si le jour il n'y a plus d'euro, il n'y a plus Goldman Sachs, il n'y a plus Bank of America, il n'y a plus Citigroup, etc., etc. Et quand on sait qui dirige les États-Unis, on comprend aussi pourquoi il y a telle pression. S'il vous plaît. Oui.
Parce que si l'euro tombe, en clair, pour moi, vous faites rapidement effondrer les marchés financiers, donc vous faites effondrer la plupart des banques de la planète, et donc vous causez des graves problèmes d'insolvabilité et d'impossibilité à financer les dettes publiques. Donc voilà, vous êtes dans une phase de risque systémique, en fait, qui est très bien décrit, puisque... D'ailleurs, même le G20, quand ils s'en occupent, sont formidables. Le G20, ils ont fait une liste des 28 banques systémiques mondiales. Donc, ils ont fait une liste en disant, ces banques-là, s'il y en a une qui fait faillite, elles font toutes faillite. Ça entraîne tout dans leur chute. Et donc, vous avez BNP, Société Générale. En France, on en a 4. Encore, on en avait 5, mais il y avait Dexia dedans. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé. Donc, il ne reste plus que 4. Voilà. Donc, c'est première liste, il y en avait 5, il y en a 4. Vous voyez, donc, on attend la prochaine, ça continue. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font à peu près rien. Ils disent, oui, il faudrait peut-être contrôler, il faudrait peut-être augmenter le capital. On accepte qu'il y ait 28 banques dont chacune... Oui, on fait des stress tests. Donc on accepte qu'il y ait juste comme ça sur la planète des structures qui peuvent entraîner la faillite de l'ensemble du système financier bancaire. Et voilà. Et donc évidemment, l'euro est probablement de nature à entraîner cet élément systémique-là et donc à faire chuter le secteur financier. On sait qu'il tient les États-Unis. D'ailleurs, le ministre des Finances, comme la plupart, est un ancien de Goldman Sachs ou de Bank of America, etc. Il y a des grandes passerelles entre diriger une grande banque aux États-Unis et le pouvoir politique. On peut prendre la dernière question, parce qu'on va bientôt s'arrêter. Alors, si je prenais juste une petite seconde, il y a aussi un problème. Alors, ça peut être une vision des choses. Il y a aussi le problème que si on sort de l'euro, très probablement, ça casse peut-être l'Union européenne. Il y a peu de chances que l'Union européenne se récupère. Et si l'Union européenne et la France récupèrent sa liberté, les États-Unis ont tellement de difficultés à tenir le pouvoir mondial, je veux dire, entre la Chine, l'Asie, ils sont trop petits par rapport au pouvoir mondial. S'il y a un seul pays qui leur échappe, si la France se rapproche de la Russie ou des choses comme ça, leur main mise sur le pouvoir mondial s'effrite. Parce que leur pouvoir devient très faible, quoi. Très, très difficile à contrôler toute la planète. J'ajoute aussi ce détail qui n'en est pas un, c'est que comment sort-on de l'euro d'un point de vue juridique ? Je ne cesse de le dire, la seule possibilité, d'ailleurs ça a été confirmé par le porte-parole de la Commission européenne lui-même, elle-même, c'était il y a 2 ans, la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Il n'y a aucune clause de sortie dans les traités. Donc ça veut dire que si on sort de l'euro, ça veut dire que c'est la quintessence même du traité de Maastricht. C'est une folie furieuse, ça aussi, de ne pas avoir prévu de clause de sortie. Donc c'est toujours cette volonté de verrouiller l'avenir. Donc si on sort de l'euro en bafouant les traités, ça veut dire que les traités ne valent absolument plus rien. Donc c'est un phénomène intense de désagrégation pour vos amis allemands qui aiment tellement le droit, ce qui est vrai d'ailleurs. Quel est le sens si on ne sort pas dans les formes. Voilà. Donc là, ce problème juridique, personne n'en parle sauf nous, mais il est bien là. Il est bien là, parce qu'un traité, c'est pas un torchon. Et même si les Français ou peut-être les peuples latins ont un peu tendance à dire que les traités, on peut... il y a d'autres peuples, non. Il y a d'autres peuples qui disent, les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Finlandais, les Allemands, pour un traité, c'est un engagement ferme et définitif, vous l'avez signé. Donc vous sortez comment de l'euro ? C'est quand même un vrai problème. Sous forme de boutade, je dirais, vous inquiétez pas, monsieur Asselineau. Vous inquiétez pas, monsieur Asselineau, on va pas sortir de l'euro. L'euro va sortir tout seul, en fait, sur la pointe des pieds, il va nous laisser. Bon, Christian Darlot, il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, c'est toujours un grand danger. Or, s'il y a des économistes qui réfléchissent à la façon de sortir de l'euro, il y en a aussi qui réfléchissent à la façon de verrouiller le système, et ils sont très puissants. Vous savez qu'il y a un projet d'union transatlantique qui est très avancé, et c'est d'abord un traité de commerce qui est prévu, mais il est bien clair qu'il y a aussi derrière la volonté de faire une monnaie unique, qu'on pourra appeler euro-dollar, de l'euro, ou comme on voudra, ou douloureux peut-être. Bon, mais c'est prévu. Alors ça paraît tout à fait étonnant comme projet, parce qu'il y a d'un côté la Banque Centrale Européenne qui fait de la déflation, et il y a de l'autre côté la Banque Centrale, la Réserve fédérale, qui est une banque privée, qui fait de l'inflation. Alors, pourquoi mettre les deux ensemble ? Bien, parce que c'est justement le moyen de sauver le système. Parce que l'inflation qui est produite aux États-Unis, pour le moment, elle alimente des bulles, et ce sont des bulles très sérieuses, parce que non seulement il y a eu celle de 2007, mais il y a eu celle de 2008 sur l'alimentation, qui a quand même mené un grand nombre de gens à la disette, sinon à la famine. Alors, si demain il y avait une fuite devant la monnaie aux États-Unis, c'est pour le coup qu'il y aurait un risque d'inflation, dans un pays où les gens ont beaucoup d'armes à feu, même s'ils sont peu politisés, ce serait l'anarchie. Et donc il y a un véritable risque de ce côté-là.
Et donc il y a une volonté de la part des gens qui maintiennent le système d'adosser les États-Unis et l'Europe de façon à solidifier l'ensemble. Et on pourrait très bien avoir un accord. On pourrait avoir l'accord des Allemands parce que comme ça, ils financeraient leur retraite, parce qu'ils auraient forcément dans la monnaie résultant de la fusion des deux zones un fort pouvoir d'achat. Il y aurait bien entendu les classes dominantes françaises qui se déculotteraient, mais ça, c'est même pas la peine d'en parler tellement c'est évident. Et ce serait évidemment l'intérêt aussi des États-Unis qui mettraient la main définitivement sur l'Union européenne. Et j'ai fini. Je vous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Les gens qui ont ce projet-là, ils viennent de faire 1 million de morts en Irak, 500 000 morts par le blocus avant. Ils viennent de faire une guerre en Afghanistan dans laquelle ils nous ont entraînés. Ils ont mis la main sur le pouvoir français depuis 2004, au point de nous entraîner en Libye, au point de nous entraîner en Syrie. Ils ont, depuis 1994, organisé la guerre dans le centre de l'Afrique. Ça a fait 5 millions de morts, on n'en parle pas. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ceux qui tiennent la presse sont les mêmes que ceux qui ont organisé ce massacre. Et il s'agit toujours de chasser les vieux rivaux français de partout ou de les asservir. Donc faites attention. Nous disons nous allons reprendre notre liberté. Très bien, tant mieux, j'espère. Mais nous avons des ennemis qui n'hésiteront pas à raser le Louvre. Alors si je peux parler, effectivement vous avez tout à fait raison. Ça paraît fou ce que vous dites, mais si les élites françaises sont délégitimées au point où elles sont délégitimées, parce qu'on le sent bien, je veux dire, j'ai pas besoin d'en parler, en tant que Français, on a un peuple très politique, on voit bien qu'il y a une délégitimation majeure. Et c'est pour ça que se pose la question du panique devant le Front National ou des choses comme ça. Ils savent plus où ils vont, ils sont plus crus. Effectivement, de toute manière, ça ne viendra pas des élites, ce sursaut, il ne viendra que du peuple. Si le peuple a envie de vivre, on vivra, nos élites nous entraîneront au fond. Et ils l'ont prouvé, parce que le traité de libre-échange... Le traité de libre-échange, c'est à peine concevable de dire que les normes françaises sont plus décidées en France, mais aux États-Unis. Je veux dire, ou entre les États-Unis et l'Union européenne, donc on ne sait pas trop où ça se situe. Le fait que les OGM, vous n'avez pas envie de manger du poulet lavé à l'acide ou je ne sais pas quoi, vous le mangerez quand même. Que les OGM, ça sera décidé aux États-Unis. Donc on voit dans quel sens. Et alors pire que les multinationales, quand elles ne seront pas d'accord avec la France, elles iront faire appel à un tribunal arbitral privé. On a vu ce que ça donnait avec l'affaire Tapie, le tribunal arbitral privé. Donc c'est vrai que ça frise le délire, bien entendu, mais tout sera fait par le peuple. Les élites vous aideront pas. Et effectivement, il y a un courage politique en France. On voit bien qu'il y a une intelligence politique du peuple, très clairement, moi je le pense, parce que pendant que les médias nous disaient le libre-échange c'est formidable, les Français, quand on a fait ce sondage en 2010, ils ont dit à 70% on est contre. Et on voit qu'ils fuient l'Union européenne à grande vitesse, les Français. Je pense qu'on est entré dans un jeu où, effectivement, on a une bataille entre deux parties de la France, quoi, très clairement. Pour des raisons de timing, par contre, on va devoir... Une dernière question très très rapide, alors, s'il vous plaît. Oui, donc voilà, nous souhaitons la fin de l'euro pour les raisons donc, qui ont été expliquées. Et donc on s'attend à voir exploser la cocotte minute de son propre mouvement, l'euro disparaître par lui-même. Mais si j'ai bien compris, nos adversaires tiennent fortement à l'euro et ils le maintiennent, si j'ai bien compris, en survie artificielle par des prêts gigantesques. Mais donc pour nous maintenir captifs, en tout cas comme vous le disiez, que le peuple lui-même ne se rebelle pas, tant qu'ils nous maintiennent captifs, est-ce qu'il n'y a pas un instrument qu'ils peuvent utiliser, les financiers, pour maintenir quand même l'euro le plus longtemps possible pour nous nuire, même si l'euro est impossible et chimérique, est-ce qu'il n'y a pas un artifice qu'ils peuvent utiliser un certain temps? Et pourriez-vous estimer le temps que ça pourrait durer, cet acharnement thérapeutique sur l'euro? C'est ma question.
Pour l'estimation, je te laisse l'estimation. Voilà, en fait. moi, je pense qu'effectivement, ils ont assez. Alors, sauf s'ils sont. Bon, ils commencent à faire beaucoup d'erreurs, mais normalement, ils ont assez d'ingénierie financière, assez d'ingénierie médiatique, assez d'ingénierie sociale pour tenir. Tout dépendra de la réaction du peuple. Ils peuvent tenir longtemps parce que là, ils vont faire. Vous avez bien vu, ils vous ont dit on prête pas aux États, on prête 1000 milliards aux banques. Et c'est une folie. Et par contre, l'État ou l'économie réelle, on s'en fout. Par contre, les banques, 1000 milliards, pas de problème. Si elles en veulent 5000, il y en aura 5000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou comme système, ils peuvent tenir comme ça, et puis ils feront même un peu de création monétaire pour l'économie réelle. Moi, je pense, si vraiment la crise devient trop grave, ils diront, on est quand même des gens sympas, on va vous prêter, on va prêter 20 milliards à l'économie française pour des projets d'infrastructure, pour essayer de relancer. Je pense qu'ils iront au bout, parce qu'ils sont délégitimés, ils ont tellement parié sur l'euro, ils ont tellement menti, que je pense qu'ils seront obligés d'aller au bout, et que ça sera une bataille entre est-ce qu'ils restent au pouvoir ou ils ne restent pas. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ont peur maintenant. Je veux dire, on le voit dans les journaux tous les jours, et malheureusement, c'est là-dessus. Moi, je le vois comme ça. En gros, on ne sait pas quoi vous répondre. Ça peut arriver, c'est nul ne sait ni le jour ni l'heure, quoi. Ce qui est vrai, c'est que l'euro a montré une capacité de résilience, parce qu'il y a derrière des forces qui sont considérables. Tous les gens qui dirigent les pays de la zone euro ont été sélectionnés médiatiquement avant d'être sélectionnés politiquement pour mettre le système, pour assurer la survie du système. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ils peuvent utiliser des artifices, des prêts, des montages financiers, sans compter le bombardement médiatique dont on fait preuve, sans compter, j'en parlerai ce soir, comment dirais-je, l'hystérisation et la diabolisation des opposants à l'euro en les assimilant par ces mouvements politiques délibérément mis en avant que sont le Front National en France, qui par ailleurs ne propose... J'attends le jour où le Front National ferait un débat de cette tenue. Bon, rien, ils ne disent rien. D'ailleurs, dans les propositions, les professions de foi du Front National en France, il n'est jamais question de sortir de l'euro. J'en montrerai toute une série tout à l'heure. La profession de foi de Madame Le Pen, la profession de foi dans le Lot-et-Garonne, la profession de foi à Brignoles. Jamais. Il n'est jamais question de sortir de l'euro. Voilà, si vous allez sur le site du FN, jamais. Mais on l'hystérise et en même temps, on monte en avant le Front National et en même temps, Monsieur Le Pen vient de sortir une énormité encore en disant que c'est à cause des musulmans que la filière porcine en France bat de l'aile, si j'ose dire. Vous avez vu, on a trouvé la candidate du FN qui vient de faire une photo. Elle montre que avant-après, c'est à 18 mois et à l'âge adulte, c'est Madame Taubira qui ressemble à un singe. Enfin, là, alors on médiatise ça et donc on met dans la tête des Français. Donc il n'y a pas de débat. Hein. Le débat que nous avons là il ne doit surtout pas avoir lieu. Ce qu'il faut avoir lieu en France, c'est d'avoir un mouvement politique qui entraîne 15% des gens dans rien et qu'il y a 85% des gens « Ah non, c'est pas possible ». C'est comme ça que ça se passe. C'est l'affaire des Stetson blancs et noirs, des cow-boys que je montrais hier soir avec les bons et les méchants. Et c'est pas seulement en France. La situation en Grèce est épouvantable. Épouvantable. Il y a quoi ? Il y a 60% de chômage chez les moins de 25 ans en Grèce. Il y a des gens qui ont été ruinés, etc. Eh bien, comme par hasard... On a sorti d'un chapeau un mouvement qui s'appelle Aube Dorée, qui a été ultra médiatisé, un parti ouvertement néo-nazi, pour faire croire aux gens que s'opposer à l'euro, c'était être nazi. C'est ce qu'on appelle, j'en parlerai ce soir, la tactique, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le mauvais objet. Voilà. Donc maintenant, la politique dans les mondes occidentaux, c'est ça. C'est quand il y a un débat dont on ne veut surtout pas que le peuple s'empare, on le diabolise par un mauvais objet. Alors là, qui a droit à tous les médias. Regardez comment Madame Le Pen passe constamment à la télévision. Il paraît-il que c'est l'opposante. On ne voit plus qu'elle. Ça veut bien dire qu'elle sert à quelque chose. Je pense qu'on est vraiment désolé, mais il y a vraiment des contraintes de transport et de train pour nos invités. Donc c'est... Pardon ? Non, je crois qu'on va arrêter la truc. De toute façon, vous regardez, c'est facile. Il y a un État de la zone euro qui fait faillite tous les ans. Dès qu'il y en aura un gros, ça s'arrête. Donc là, vous comptez, vous regardez. Le prochain, c'est la Slovénie. Bon, merci beaucoup à Philippe Murer et à Olivier Berruyer. Et Olivier Berruyer reste pour dédicacer ses ouvrages, si vous le voulez. Je ne sais pas si on entend très bien.